Bien, ceci étant, il me reste à passer la parole à Gérard Berry. Gérard Berry, qui est lui aussi membre professeur du Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Et nous l'avons déjà entendu au moins une fois, sinon deux. Et il va nous parler aujourd'hui d'informatique pour changer. Bonjour et merci à tous et merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir ici. Je vais vous parler d'un sujet qui s'appelle l'ouvert à l'informatique, qui était le titre de mon cours cette année, qui était mon dernier cours au Collège de France, puisque je vais être retraité au 1er septembre et j'ai fait ma leçon de clôture mardi dernier, il y a exactement une semaine. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet et donc le cours, tous les cours sont filmés et mis en ligne, et le cours à l'informatique, donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fait un condensé un petit peu différent peut-être de ce que j'ai fait c'était le 23 octobre au Collège de France, mais sur 2h30 à peu près. Donc, je vais essayer de vous expliquer où elle est déjà et où elle va. Et je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi la grande majorité de la population européenne ne s'en est pas aperçue jusqu'à très récemment, et pourquoi c'est un problème. C'est un problème sérieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique, dans lequel je raconte tout ça en beaucoup plus de détails. Donc, je vais vous raconter un peu le thème de ce livre. Et puis ensuite, je vais vous parler de l'évolution de l'infrastructure matérielle et logicielle, qui est centrale évidemment en informatique. L'infrastructure joue un très très grand rôle. Le recentrage sur les données, on ne parle que de ça en ce moment, sous un nom bizarre qui est intelligence artificielle, qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais c'est le recentrage sur les données et l'apprentissage en particulier, qui est un sujet vraiment extraordinaire. L'Internet des objets, et puis deux problèmes majeurs et très largement sous-estimés dans notre société, qui sont les bugs et les trous de sécurité. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il suffit d'entendre ce que vient de dire Paul sur les prochaines conférences pour comprendre que tout le 19e, 18e aussi, mais fin du 18e, 19e, 20e siècle, était orienté vers un triangle, qui est le triangle de la physique fondamentalement, qui est matière, énergie, onde. Et la physique, c'est toujours estimé à la science. Et elle a toujours fait savoir d'ailleurs, mais c'est aussi une science réelle. Et donc matière, énergie, onde, c'est ça qui a occupé toute la physique du XXe siècle et toute l'économie aussi, puisque la révolution industrielle est née entièrement de ça, le moteur, la radio, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez bien compris, qui a un côté intuitif. La matière c'est intuitif, vous voyez ce que c'est, l'énergie, il suffit de monter une côte à vélo pour comprendre que c'est intuitif. Quand on la descend et qu'on dépense de l'énergie, c'est peut-être un peu moins intuitif. Et les ondes, ça a commencé par le télégraphe, la radio, la télévision, etc. Et puis est arrivé à la fin du 20e, techniquement c'est en 1936 avec Turing, elles sont arrivées deux nouveaux larrons qui s'appellent l'information et l'algorithme. Et ça n'a pas été intégré en Europe, quasiment pas. L'information et l'algorithme, ça existait avant, bien sûr. Algorithme, ça vient de Al-Khwarizmi, le mot lui-même date de 1215. Algorithme, qui était une latinisation du nom d'Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi n'est pas connu, il n'est pas enseigné à l'école, alors qu'il a juste introduit en France, en Occident, les chiffres arabes, qui s'appellent d'ailleurs pas du tout chiffres arabes chez Al-Khwarizmi, mais chiffres indiens. Et puis, il a également inventé un petit morceau des mathématiques qui s'appelle l'algèbre, et puis les algorithmes, mais ça n'empêche pas que son nom soit toujours assez inconnu, ça s'améliore. Voilà, et ça c'est un objet bizarre, l'information et l'algorithme. C'est complètement différent, ça pèse pas, ça sent pas, ça brûle pas. C'est pas du tout la même logique que la physique. Et ça conduit à une façon de penser qui est rigoureusement différente et qui est en train de changer le monde à grande allure, et il faut comprendre pourquoi. C'est pas un hasard si cette forme de pensée est en train de changer le monde, et c'est ça que je voudrais d'abord vous expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Les gens en France, par exemple, ont toujours parlé de l'outil informatique. J'ai toujours entendu ça dans l'informatique. C'est un outil. Et bien ça, c'est une absurdité, depuis très longtemps, qui nous coûte extrêmement cher. Ça fait que nous n'existons pas dans la course mondiale de la première économie du monde, qui est maintenant l'informatique. Nous sommes invisibles là-dedans. C'est un choix que nous avons fait délibéré. Il ne faut
Outils informatiques, il faut laisser tomber, c'est énormément plus que ça vient de nous montrer. Et puis, il a été beaucoup dit, en particulier pour faire que pendant 35 ans, ça ne soit pas enseigné et que toute personne qui arrive au niveau du bac ait passé 0 secondes sur le sujet, il suffit d'apprendre à s'en servir. Et ça a été une erreur absolue. Ceux qui la fabriquent ne sont pas ceux qui apprennent à s'en servir. Bien. Alors, il y a une chose à comprendre qui la rend très différente de la physique, c'est que l'informatique, c'est profondément universel. C'est pas vrai de la physique. Il y a plusieurs physiques. Il y a plusieurs physiques, il y a plusieurs chimies, il y a plusieurs choses comme ça. C'est très varié, mais l'informatique, c'est complètement uniforme. Quoi que vous fassiez, c'est pareil. Il y a une seule notion d'information, quoi que vous fassiez. Il y a une notion d'information physique, mais c'est beaucoup plus compliqué, et ça, j'en parlerai pas. Il y a une seule notion d'algorithme, quel que soit le domaine, c'est exactement les mêmes algorithmes, il n'y a pas de différence. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, ça sert indifféremment à faire des circuits électroniques, à faire voler des avions ou à faire de la musique. C'est exactement la même chose pour moi, pas de différence. Il y a une machine universelle, ce qui n'existe pas du tout ailleurs, qui est la machine, n'importe quelle machine est universelle. Hein, le micro-ordinateur dans une machine à laver ou le giga-ordinateur à Toulouse qui fait la météo, ce sont la même machine. Il n'y a pas de différence, hormis le prix et les performances, mais sinon c'est exactement la même chose. En théorie, une machine à laver sait faire les mêmes calculs que le calculateur de la météo. Alors, on n'a pas ça en physique, c'est autre chose. Et puis le levier est hyper efficace. Le levier de l'information, n'est pas proportionnel au poids de l'information, parce qu'il n'y a pas de poids à l'information ça ne pèse pas. On voit que les gens ne sont pas habitués à cette notion en disant mon fichier pèse 20 mégaoctets. Non, le fichier il ne pèse pas. Hein, et on reviendra là-dessus. Il pèse un peu, parce qu'il faut un peu de matière, mais c'est complètement indifférent à la matière. Vous pouvez mettre le même fichier sur 14 000 sortes de matières différentes. C'est indifférent. Mais il y a une difficulté majeure que je vais essayer de vous expliquer, c'est que le raisonnement et l'action sur l'information, c'est très 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 différent de ce qu'on fait en physique. Ce n'est pas du tout la même logique. Et c'est cette logique qui est en train de changer le monde. Donc si on ne comprend pas cette logique, on va avoir forcément un problème dans le monde actuel. Et c'est déjà comme ça. Voilà, et comme c'est absolument partout, maintenant il n'y a plus un endroit presque qui n'est pas touché. Heureusement il en reste. Mais voilà. Alors, c'est quoi l'informatique? À la base, c'est 4 choses. Donc d'abord, c'est nous quand même. Un peu. Vous allez voir qu'on est minoritaire en informatique, mais c'est nous. Et puis vous avez les données. Alors je n'appelle pas ça information. Hein. Par exemple, quand vous dites il fait 20 degrés, il fait bon, ouf, c'est quoi l'information là-dedans? 20 degrés, c'est pas une information, c'est une donnée. L'information il fait bon, c'est parce qu'on interprète 20 degrés dans un contexte qui est le nôtre. Si on dit il fait 20 degrés à un Américain, il trouve qu'il fait très froid parce qu'il n'a pas la même notion de degré. Donc l'information, ça dépend de l'interprète. Mais là, on va parler que des données, ça va être plus simple, parce qu'en gros, les données, on comprend bien ce que c'est juste des nombres et des textes. Les algorithmes, donc procédé de calcul automatique. Automatique est extrêmement important. Procédé de calcul sans la moindre intelligence. Un algorithme n'a absolument aucune intelligence, rien. Un algorithme d'addition ne sait pas qu'il additionne, il ne faut jamais oublier ça. Il peut faire des choses intelligentes pour nous, des choses que nous estimons intelligentes, parce que nous avons aussi une quantité énorme d'algorithmes dans notre cerveau, mais c'est un objet stupide, un algorithme, fondamentalement. Et puis des machines qui sont tout aussi stupides que les algorithmes, d'ailleurs elles sont faites avec des algorithmes. Et puis il n'y a pas que nous, il y a tous les objets, donc il y a déjà beaucoup plus d'objets sur Internet que d'hommes, et il y en aura beaucoup plus, il faut s'y habituer, c'est comme ça. Des objets de toutes sortes. Là j'ai mis un pacemaker et une voiture, mais vous pouvez trouver à peu près n'importe quoi. Alors, ce qui rend l'informatique rapide est très très différent des autres sciences, c'est pour ça que j'avais choisi de l'apprendre personnellement, c'est que ça va très vite parce que nous, on ne dépend pas de la nature. On n'est pas en train d'observer la nature, pas du tout. On est en train, comme les maths, on est en train de construire des objets éventuellement totalement nouveaux ou pas. Je disais, on a plein d'algorithmes dans le cerveau, la biologie est pleine d'algorithmes, on va le voir. Et nous, on est freinés essentiellement par ce qu'on pense, par nos têtes, par notre incapacité à faire assez. Pas tellement par les machines, mais on est extrêmement aidé par la physique qui nous donne évidemment les ordinateurs, je vais en parler tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est que la puissance, elle est tellement forte qu'elle inverse les façons de raisonner. Alors, j'ai déjà fait un exposé ici là-dessus, mais je voudrais répéter simplement une phrase pour montrer la différence de pensée entre les jeunes et les vieux, qui est une différence de pensée inéluctable. Une petite fille qui dit à sa mère, « Maman,
il y a un truc que je ne comprends pas, tu m'as dit que quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet? Donc ça, c'est une phrase extrêmement pertinente, parce qu'elle explique que pour la petite fille, l'Internet, le vélo, le chat, la montagne et la mer, c'est des parties de la nature. Alors que pour les adultes, c'est des objets éventuellement hostiles. C'est complètement différent. Les parties de la nature n'ont jamais été hostiles, enfin, sauf les lions pour les enfants, etc. Et puis surtout, c'est par ça que je voudrais commencer, en couplant informatique et reste du monde, ce dont parlent très rarement les informaticiens, hélas, on peut faire des choses complètement inaccessibles à la physique, et c'est ça qui se passe en ce moment, et c'est ça que je vais vous montrer. Alors ça, j'avais déjà montré ici. Voilà une photo prise avec un appareil argentique. Donc, elle a un petit problème, elle a deux problèmes. Bon, le projecteur est un peu faible, mais ça fait rien. Elle a deux problèmes. D'abord, il y a trop d'écart de lumière pour les pellicules, et c'est vrai pour les capteurs photographiques aussi. Et puis, bah oui, à grand angle, les droites deviennent courbes, et ça, c'est comme ça, c'est les lois de l'optique. Alors, en physique, bah, on est un peu coincé, quoi. Hein. Alors, on peut faire éventuellement des choses, mais c'est très compliqué. Un amateur peut absolument pas. Parce qu'il y a un problème de la photo argentique, c'est que quand on prend la photo, en gros, c'est fini. Alors, si on a des tireurs professionnels avec du super matériel, ils font des prodiges, mais personne n'a ça. Alors qu'en photo numérique, c'est l'inverse. Quand on prend la photo, le capteur, qui est un objet physique intéressant, mais sans plus, c'est pas lui qui fait le boulot, il récupère la lumière et il la transforme en ombre, et bien à ce moment-là, c'est là que ça commence. Et se déroule une quantité invraisemblable d'algorithmes dans un appareil photo, dont j'ai un cours entier, et dans mon cas j'en parle beaucoup, j'ai un cours entier là-dessus que vous pouvez trouver sur mon site du Collège de France. Qu'est-ce qui se passe? Ben, d'abord, on va défaire les aberrations de la physique. Les aberrations de la physique, on les connaît, hein, il suffit de les défaire, il suffit de mesurer et de les défaire. Donc on va commencer par remettre les lignes droite-droite, et puis on va commencer par régler la lumière pour qu'elle soit homogène. Et ça, tous les appareils photo font ça, et c'est compliqué, hein, il a fallu longtemps pour y arriver, c'est compliqué. Et puis, bon, pour un clic de plus, hein, ça sur n'importe quel logiciel, vous faites ça, et puis la physique, il va laisser tomber pour faire ça. Hein. Ben voilà, vous avez ça pour un clic, quoi. Mais les appareils photo le font aussi tout seuls, hein. Les téléphones font ça très bien. Les téléphones sont les plus shadés, et vous essayerez de comprendre pourquoi un téléphone avec un capteur minuscule et de mauvaise qualité et un objectif pas terrible arrive à faire d'excellentes photos. Hein. C'est pas à cause de la physique, hein. C'est parce qu'il a des algorithmes les plus shadés de la Terre. Alors, plus intéressant encore, voilà une chose qu'on ne peut pas du tout faire avec de la physique. Vous voulez faire une macro-photo de mouche. Alors ça, ben, les lois de la physique disent qu'un objectif, c'est une profondeur de champ, et que la profondeur de champ en macro-photo est extrêmement faible, et que vous avez le choix entre la tête nette ou les fesses nettes, d'accord? Et bien, ce que vous faites, vous prenez 6 images ou 8 images, ça dépend, ou 50, ça dépend de vos possibilités, et ensuite, vous appelez des algorithmes extrêmement malins qui vous ressortent ça, c'est-à-dire une mouche entièrement nette de A à Z. Alors ça n'existe pas en physique, bien entendu. C'est pas possible de faire ça en physique parce que c'est de l'information. Et manipuler l'information, bah, ça se fait avec de la physique, des ordinateurs. Mais ces ordinateurs sont les mêmes, quoi que vous fassiez. Je le répète. C'est les mêmes ordinateurs dans un téléphone pour faire de la photo ou pour faire de la musique. C'est la même chose. Les mêmes algorithmes aussi, d'ailleurs. Quasiment. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand vous pensez que vous prenez une photo avec votre téléphone, en fait, vous en prenez beaucoup. Et c'est ça qui se passe à l'intérieur de votre téléphone. Il va mélanger toutes les photos que vous aviez prises pour améliorer le rapport signal-bruit, comme on dit en physique, et obtenir une bonne qualité, mais farceuse. Hein, ça fait des tas de choses que vous ne soupçonnez pas, du genre d'arranger votre peau, désagréable d'ailleurs pour un photographe, du genre de rendre le paysage plus joli qu'il n'est, d'arranger votre peau, etc., de reconnaître votre visage et d'envoyer aux gens que vous étiez sur telle photo. Alors, il y a aussi un volume qui a changé, c'est-à-dire la photo, ça coûtait cher. Maintenant, Facebook, à lui tout seul, reçoit 2 milliards de photos par jour. Alors que je ne pense pas qu'il soit fait 2 milliards de photos avant dans l'humanité. Hein? Donc, les changements d'ordre de grandeur. Alors, cette histoire de traitement d'image, elle est majeure en médecine. Je vais parler un tout petit peu de médecine. Elle est majeure en médecine parce que je fais un congrès dans très peu de temps. J'avais fait le même l'année dernière, le 23 avril, au collège, sur l'analyse automatique d'images médicales et les images médicales en général. Donc moi, c'est pas mon sujet, mais j'ai un bon ami, Francis Bess, qui travaille dans une clinique de Saint-Denis. Hein. C'est pas de la science-fiction, c'est à Saint-Denis, hein, sans supplément d'honoraires.
Donc là, le chirurgien est en train d'opérer quelqu'un, je ne sais pas quoi, je pense que là c'est un bras, je crois. Et en fait, la personne est dans le scanner et le chirurgien opère l'écran. Il opère la personne, mais par l'écran. Il est rentré par le fémur. Et ça permet, par exemple, de vous opérer le cœur. On va voir ça juste après. Vous rentrez le matin, vous partez l'après-midi. Hein, alors qu'avant, il fallait ouvrir le sternum pour opérer le cœur. Alors, pas de tout, évidemment, on ne greffe pas. Mais voilà quelqu'un qui est en train de se faire une fibrillation, une correction de fibrillation de l'oreillette. Donc vous voyez, ça c'est un PET scan, donc c'est le scanner qu'on a vu tout à l'heure, scanner émission de positron, un très bel objet de physique, mais qui ne donne pas du tout une image. Il donne des données un peu pourries qui vont être envoyées à des algorithmes qui font une image 3D sur l'écran du chirurgien en temps réel. Et puis ça, c'est une vue intérieure. Il y a une sonde à l'intérieur du cœur et qui va faire de l'échographie interne et qui va calculer les temps de réponse comme les chauves-souris et qui va donc redessiner une autre vue du même cœur. Et là, on voit la sonde en réalité virtuelle à l'intérieur et le chirurgien a pré-marqué sur le cœur les endroits où il faut qu'il aille taper. Et voilà ce qu'il a fait et ce qu'il a encore à faire. C'est de la routine de tous les jours, ça. Hein, c'est pas du tout de la science-fiction. Bon, les gens, quand ils vont dans une machine IRM, ils pensent que c'est la machine qui fait l'image. Pas du tout. La moitié du prix d'une machine d'IRM, le reste étant un hélium liquide et tout ça, hein, c'est des aimants gigantesques, enfin c'est monstrueux, la moitié du prix c'est les algorithmes. Et il y a beaucoup plus de progrès dans les algorithmes que dans le reste. Maintenant les IRM sont hyper fines à cause de ça. Alors la fusion d'images multiples en médecine, elle est fondamentale. Là vous avez ici plein d'images médicales de modalités différentes. Vous avez un scan, vous avez un angio, donc ça c'est des scans différents avec des produits de contraste spéciaux. Vous avez une IRM de diffusion qui vous montre les fibres nerveuses. Vous avez un spectro, je ne sais pas trop ce que c'est, une IRM fonctionnelle qui vous montre la consommation de glucose. Tout ça, c'est des prodiges de mélange de physique et d'informatique. Mais avant, les chirurgiens avaient à regarder ça, un par un. Je connais un chirurgien qui regardait des scanners corps entiers, il fallait qu'il regarde 1000 images. Ça n'a aucun sens, aucun humain peut faire ça. Et maintenant, ce qu'on fabrique en routine aussi, c'est des images 3D, avec par exemple ici une tumeur du cerveau, malheureusement assez terminale, et dont on calcule automatiquement le volume, alors que pour un chirurgien, c'était un travail de fourmi et très très approché. Donc, il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup d'informatique et beaucoup de physique qui se mettent ensemble pour faire tout ça. Et en général, les gens pensent que c'est que de la physique, alors que c'est de plus en plus que de l'informatique. Hein. Le curseur est beaucoup plus sur l'informatique maintenant, mais la physique est évidemment fondamentale. Alors je vais vous parler de l'informatisation des sciences comme généralisation de ça. Les sciences avant n'utilisaient pas l'informatique, vous disiez c'est un outil de calcul. C'est complètement fini, ça c'est en train de disparaître. Je vais demander à Françoise Combe, les astronomes se plaignent qu'ils ne trouvent pas d'informaticiens. Ils trouvent beaucoup d'astronomes, mais pas d'informaticiens, et c'est leur problème. Donc un MRI, un scanner, j'ai déjà dit. Les séquenceurs d'ADN, c'est pareil. Les études ADN, c'est d'énormes algorithmes informatiques qui sont très rigolos. Pas si différents que ça des moteurs de recherche, d'ailleurs. Les robots, les gens j'ai vu la médaille d'or du CNRS, elle était annoncée le jour où Philae a atterri. J'étais à la tête au carré chez Mathieu Vidard, que j'adore, et je lui ai dit, c'est quand même extraordinaire, on parle de Philae depuis je sais pas combien de temps, il n'y a personne qui a dit que c'était pas totalement évident de l'envoyer là-bas et de le faire atterrir. Parce que c'est de la maths et de l'informatique, et personne ne parle jamais de ça, alors que c'est fondamental. Le télescope, ça c'est le VLT qui existe, mais ils conçoivent en ce moment, enfin ils sont en train d'essayer de trouver le budget pour, parce que les budgets astronomiques des astronomes sont astronomiques, pour faire un télescope, c'est un micro-ondes de 1 km de côté avec des antennes partout. Ça coûte 50 milliards d'euros, quelque chose comme ça. C'est 150 fois le budget de l'informatique par siècle. Et c'est assez fantastique, mais la quantité de données que va produire cet objet, tous les jours, est plus grande que le web. Donc, oui, après c'est de l'informatique très très subtile, parce que c'est donné. Et la quantité de données que produisent les séquenceurs d'ADN devient plus grande que ce qu'on sait fabriquer comme disque pour les stocker. Donc, ça va devenir idiot de le faire, cette histoire, il va falloir comprendre. Parce que pour l'instant, les biologistes mettent tout en mémoire en disant qu'un jour, ils feront quelque chose de tout ça, et ce qui est très difficile. Ils ont raison de faire ça, hein. Mais il faut comprendre encore. Voilà, alors la modélisation et la simulation numérique, c'est très ancien. Alors à Toulouse, vous connaissez ça c'est le moteur d'Ariane 5.
Pourquoi est-ce qu'on fait des simulations d'Ariane? Parce qu'on veut comprendre ce qui se passe dans les gaz d'échappement. Quand on met de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, ça fait des turbulences et c'est là que ça se passe. Moins il y a de turbulences, mieux c'est. Donc ça, ici à Toulouse, c'est parfaitement connu. L'idée, pourquoi on est obligé de le faire? Parce que ces températures jouent un rôle très important dans les oscillations, dans énormément de choses, et que c'est pas très facile de mesurer la température d'Ariane 5 pendant qu'elle est en vol. Donc il n'y a pas vraiment de choix. C'est pareil pour les supernovas. Les astronomes ne font pas exploser de supernovas au labo, je ne sais pas pourquoi, mais par contre, ils ont vraiment besoin de les étudier parce que c'est là que vous êtes fabriqués. Toutes vos molécules, c'est là-dedans qu'elles sont faites. Les repliements de protéines, ça c'est un très grand sujet en biologie. Les protéines sont fabriquées linéairement par l'ARN et ensuite elles se replient. Et c'est la forme de la protéine repliée qui lui donne sa fonction et ses vibrations. Donc ça, il faut étudier ça, comment se replie une protéine. Et là, on voit des simulations qui sont typiquement pas biologiques, mais informatiques. Parce que vous voyez, il y a des trucs qu'on néglige, là, ça, on s'en fout. Ça, par contre, on le colorie parce que c'est un truc qu'on a envie de voir. Donc, c'est pas des simulations seulement, c'est des simulations augmentées de réalité virtuelle. Et ça, c'est fondamental. Et si vous voulez, vous pouvez inscrire vos ordinateurs dans un projet qui s'appelle Folding at Home, qui a remplacé SETI at Home, qui permettait d'utiliser les ordinateurs de tout le monde pour chercher des extraterrestres. Là, c'est plus intéressant, maintenant, c'est pour replier des protéines, qui est un sujet beaucoup plus important. Et puis ici, vous avez des simulations d'opérations en chirurgie, par exemple. Il faut que j'aille la déclencher, celle-là. Il faut que je retrouve ma souris. Ouais, elle est là. Bon, ben, elle marche pas, c'est pas grave. Ah non, elle est là. Donc ici, si on voit, c'est une tétralogie de Fallot, c'est une maladie de jeunes qui heureusement se guérit, vous voyez. Et ici, il faut comprendre un truc très simple. La chirurgie, c'est un partage avec l'informatique, le couper-coller. Donc il faut couper et coller. C'est comme ça que c'est fait. Coudre, mais coller, c'est bien. Et pour arriver à ça. Et là, l'idée, c'est de savoir, pour le problème du chirurgien, c'est de savoir où couper. Et la simulation, ça sert à ça. Ça sert à faire des essais en simulation pour savoir où couper et où coller. Et donc, on voit ici, on peut calculer plus ou moins, parce que c'est approché, bien sûr, on peut calculer le rendement de l'opération. Et ça, c'est standard maintenant aussi. Donc, les chirurgiens sont extrêmement avancés. Le reste des médecins est complètement mort, mais les chirurgiens sont extrêmement avancés en informatique. Alors, il faut se méfier de la simulation, quand même, parce que c'est pas magique. En particulier, comme on dit aux États-Unis, on ne trouve pas du pétrole en forant la carte. Les gens qui croient que la simulation est plus importante que la réalité, il faut s'en méfier. La simulation des dunes de sable, ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est des simulations d'un autre type. Ici, on est en train de simuler des équations de la physique. Des équations de la physique qui sont connues depuis très très longtemps. Et c'est pas parce qu'elles sont connues qu'elles sont simples. Donc on est en train de simuler des équations de la physique. Mais il y a beaucoup de choses qu'on simule qui ne sont pas des équations de la physique, ou pas d'équations classiques, par exemple les dunes de sable. Donc ça c'est un très très bon travail qui est fait à l'Institut de physique du globe de Paris. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des dunes de sable? Alors, ça va faire, il y a tout un tas de dunes de sable. Il y a un exposé dans mon colloque de 2016 qui est sur le web, vous pouvez trouver ça. C'est très remarquable, de Clément Lartaud, j'ai marqué la référence. Et vous voyez, par exemple, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si on a il y a des dunes se forment souvent à partir de deux tas de sable différents, et on a envie de savoir comment ça se passe si les deux tas de sable sont en face ou sur le côté. Alors en vrai, c'est un peu dur à expérimenter, d'abord parce qu'il n'y a pas tellement de choix de sable blanc et de sable jaune pour voir qu'est-ce qui se passe, mais en simulation, ça se fait très bien, et ça correspond tout à fait aux vraies dunes. Et on voit que si elles sont en face, ça va se mélanger beaucoup, un peu là, pas du tout à la queue, mais beaucoup plus dans les petites dunes secondaires. Et par contre, si elles sont un peu sur le côté, ça se mélange absolument pas. Donc ça, c'est des phénomènes qui ne se modélisent pas par des équations, mais par des choses qu'on appelle des automates cellulaires, qui sont des très beaux objets qui efficientent beaucoup. On peut aussi faire de la physique discrète, après ça je vais en parler aussi. Donc c'est quoi la simulation en fait? Qu'est-ce que c'est? Épistémologiquement, c'est quoi? C'est remplacer la matière et l'énergie seulement par l'information. Il n'y a que de l'information dans une simulation, que ça. Il n'y a plus de matière, plus d'énergie. C'est remplacer les lois de la nature par des algorithmes qui les représentent. Alors, c'est un peu vrai, Newton, c'est un petit côté algorithmique, on peut extraire des algorithmes, mais pas toujours. Par exemple, les lois de la nature pour les dunes, elles sont très élégantes, très très simples, très jolies, mais c'est pas du tout la même chose que Newton. Et puis surtout, on peut jouer avec le temps. Et ça, c'est central.
on peut remplacer le temps physique par le temps de calcul. Alors, jouer avec le temps en physique, c'est pas très facile. Ça se fait, il y a des gens qui le font, mais c'est des expériences extrêmement... Il y a Yves Couder, par exemple, qui est un prodige de physique pour faire ça. Mais là, on peut, par exemple, simuler très rapidement des phénomènes lents. Françoise Combe peut vous montrer les collisions intergalactiques, comment les galaxies s'interpénètrent dans les collisions. Il vaut mieux pas faire ça en temps réel. On peut faire des simulations lentes de phénomènes rapides, c'était typiquement le cas des protéines, l'empilement des protéines, qui est très rapide, ça dure microsecondes ou millisecondes, et bon, on veut voir ce qui se passe. Donc, de toute façon, on ne sait pas simuler ça à vitesse réelle, ou de la simulation en temps réel, par exemple, pour entraîner les pilotes d'avion ou les conducteurs, etc. Alors, ça, encore une fois, l'universalité est vraiment fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut de la matière et de l'énergie pour simuler, mais c'est les mêmes pour simuler n'importe quoi, il n'y a pas de différence. Il y aurait peut-être des petites différences de performance, mais qu'on simule le climat ou qu'on simule un crash test dans une voiture, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Le logiciel est différent, mais le matériel est le même, la physique est la même. Simplement, c'est les maths et la tête qui n'est pas la même. Voilà, ça j'ai déjà dit. Alors, maintenant je vais passer à un deuxième exemple qui occupe plus les gens maintenant. Malheureusement, les journaux ne parlent que d'une chose à la fois, et en général assez mal. Et les journalistes sont très peu renseignés, c'est dommage, sauf à la radio, France Culture, c'est excellent pour ça. Et peut-être au carré quand ils font l'informatique aussi. Donc on a vu la société s'informatiser assez vite, le commerce et les banques d'abord, les réservations, il n'y a plus d'agence de voyage, terminé, sauf pour les voyages de groupe et tout ça, ou pour les lieux comme on dit. Il y a les échanges, alors le Bon Coin, Blablacar et tout ça, c'est des choses tout à fait impossibles à faire avant, à l'échelle, à la même échelle. L'informatique passe très facilement à la grande échelle, il n'y a pas de matière. C'est très facile de passer à la grande échelle. Quand je dis il y a 2 milliards de photos par jour à Facebook, chacune peut avoir des milliers de personnes qui la regardent. C'était juste impossible il y a 20 ans ça. En orthographie, bon ça ne vous fait pas un dessin, c'est qu'à de le dire. La culture, la radio. Alors, j'aime beaucoup le cas des podcasts. Parce que le podcast, la radio, il y avait un inconvénient, c'est qu'il y a le temps dans la radio, c'est-à-dire qu'il faut être à l'heure. Maintenant, c'est fini. Vous écoutez France Culture, eh bien, un quart d'heure après le journal, vous l'avez, qui est déjà là, donc vous pouvez vous affranchir complètement de l'heure quand vous êtes à France Culture. La radio permettait déjà de s'affranchir de l'endroit où on est, et maintenant elle permet aussi de s'affranchir de l'heure. Et de plus en plus, il y a des radios qui ne font que des podcasts, qui ne font pas d'émissions de radio. Et même France Culture fait des podcasts qui ne passent pas sur la radio. Et en fait, ça marche très fort. France Culture, l'audience de France Culture a énormément augmenté avec les podcasts, ce qui est tout à fait intéressant. L'information, ça c'est pas clair, c'est pas une notion claire. Les journaux ne sont pas en forme parce que, vous savez pourquoi. Les échanges de savoir, ça c'est fantastique, je vais en parler. Marmiton.com est un des plus grands sites mondiaux d'échange de savoir sur le sujet le plus sérieux de la Terre, qui est, comme on le sait bien, connu à Toulouse, qui est la cuisine. J'ose pas compter les recettes de cassoulet dans marmiton.com. Ça doit faire autant d'habitants. Et puis même l'État s'est mis à faire des choses assez remarquables, je vais en parler, c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est récent, c'est très récent, l'État par exemple, c'est vraiment pas vieux. Et alors, surtout, il y a eu une explosion de gens qui n'existaient pas en 2000 et qui sont devenus, à l'heure actuelle, l'industrie la plus riche du monde, en très peu de temps. Alors, je ne sais pas pour faire de la pub que je mets les sigles, mais c'est d'abord pour une raison assez simple. Ils ont tous des chouettes sigles. Ils ont des beaux sigles, c'est très important pour eux. Et alors, il y a quoi? Les moteurs de recherche. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on faisait les choses avant le moteur de recherche? C'est impossible de s'en rappeler, je pense, on ne peut pas. Je ne comprends pas comment on faisait les choses avant le moteur de recherche, je ne sais pas faire. Comment je faisais de la science, comment je trouvais un papier, complètement oublié. Je sens me rappeler qu'il fallait que j'écrive des lettres aux États-Unis, qu'au bout d'un mois, avec un peu de chance, j'en recevais du papier. C'est fini. Alors il y en a qui ne pistent pas vos données, il y en a qui ne vendent pas vos données. C'est ceux qui ont choisi. Moi j'utilise celui-là qui est très bien, celui-là aussi. Ils sont très bien, et c'est pas à Google. Google indexe, vous savez combien? 100 milliards de pages web. Donc c'est à peu près 10 par habitant. Donc c'est sûr que pour rater l'information, c'est pas très facile. Et il y a des algorithmes prodigieux. Comment on fait pour dire
en 1/10 de seconde. Ah, à votre question parfaitement stupide, il y a 403 272 627 réponses et voilà les 10 plus intéressantes. Ça, c'est sérieux. Hein. Si vous voulez savoir comment c'est fait, c'est pas très compliqué, mais alors, à inventer, c'est un Français qui a inventé ça, enfin, un Français, un Américain. Et puis après, il y a Google qui a inventé le moyen de Page et Brin, le moyen de les classer. Et donc, c'était 2 étudiants de PhD qui ont construit une petite boîte qui s'appelle Google, avec un algorithme. Il ne faut pas oublier la puissance de l'informatique. Le commerce, vous êtes au courant. Un des problèmes ici, les gens se plaignent d'Amazon, mais comment ça se fait qu'aucun site européen n'a jamais réussi à arriver au quart du début de la cheville? Hein, vous avez la FNAC à côté. Moi, j'ai fait 2 fois, 3 fois que je vais sur la FNAC pour chercher un truc. Le truc est là, mais il n'y a pas de prix. Alors je téléphone, il dit pourquoi il n'y a pas de prix? Parce qu'il n'est pas en vente. Je dis pourquoi il est sur le site? Ben, je ne sais pas. L'hôtellerie, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est intéressant ce qui se passe là. Hein, l'hôtellerie, si vous regardez Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, il y a un truc qu'ils n'ont pas, c'est l'hôtel. Pourtant, c'est les rois de l'hôtellerie. Curieux ça quand même, non? Uber, c'est pareil. Uber, Lyft et Blablacar, ils n'ont pas de voiture. Donc, c'est les rois du transport en voiture. Alors, attention, Uber, c'est à cause de son site. Maintenant, il y a des taxis. Vous voyez, regardez le changement de logique. Qu'est-ce que c'est qu'Uber? C'est-à-dire, avoir une voiture, c'est les ennuis, c'est la vidange, c'est tout ça. C'est pour payer le chauffeur, tout ça. Donc, la seule chose importante, c'est de savoir qui veut aller où, quand. Et combien il faut de voitures à tel endroit, etc. C'est ça qui est important. Ok? Et Booking, c'est la même chose. C'est avoir des hôtels, c'est la galère, ça fait des travaux, ça coûte cher. Non, le seul truc important, c'est qui veut aller où, quand. Le reste, c'est des détails. Ah oui, ça, c'est vraiment important. La musique, il y a longtemps qu'elle est en ligne. Hein. Le CD est un objet qu'il faut garder soigneusement pour les enfants, au même titre que le 78 tours et le vinyle, pareil pour le DVD. Et c'est pareil pour le cinéma. Dans le cinéma, c'est différent. Le cinéma a un rôle social assez différent et la musique, le concert se porte bien. Donc c'est autre chose. Mais la musique enregistrée, je parle, hein. De même que le film enregistré. Alors, c'est pas de la pub, c'est vraiment pour insister sur le fait que ces sites sont nés dans la pensée informatique. Et ils ont gagné instantanément par rapport à ceux qui ont essayé de s'y adapter 20 ans après. C'est vraiment très simple. Et il y a un effet winner take all, c'est-à-dire que le premier prend tout. Le premier prend tout, c'est un effet très violent. Pourquoi? Qui ne se fait pas en physique? Parce qu'en physique, il faut fabriquer les objets. Là, il n'y a rien à fabriquer. Enfin, si, il faut quand même du matériel. Hein. Le moteur de recherche de Google, lui tout seul, doit avoir plus d'1 million d'ordinateurs. Hein. Mais c'est des ordinateurs bas de gamme, hein. C'est pas des trucs. Bon. Donc, c'est assez important. Donc, alors voilà, la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est pour capter la valeur ajoutée de l'hôtellerie ou du taxi, est-il essentiel d'avoir des hôtels ou des taxis? La réponse est non. Ce qui compte, c'est de savoir qui veut aller où quand et de collecter les habitudes des gens pour comprendre les chemins, etc. Avec ou sans leur consentement. Comme ils ne sont pas au courant et qu'ils ne veulent pas l'être en général, les gens se plaignent de ne pas être au courant et nous, ça fait juste 20 ans qu'on essaie de les mettre au courant, ils s'en foutent. Hein. Donc moi, quand ils se plaignent, very French. Et la devise de tous ces gens-là, c'est tous pour un, mais 15%, ce qui marche extrêmement bien. Alors, il faut voir qu'il y a des gens qui ont changé, parce que vous regardez un taxi avant. Un taxi, c'est quelqu'un qui avait une voiture et une licence. Ça coûte la peau des fesses, les deux. Hein. Et quel était son problème? Lui, après, c'était de trouver des clients. D'abord, c'était d'avoir sa licence. Donc, ils avaient fait des centres d'appel avec des nanas super douées qui disaient machin, t'es là, etc. Et il y en a plein qui n'ont pas changé. Mais G7, par exemple, a exactement le même site qu'Uber. À Paris, il n'y a aucune différence entre G7 et Uber, sinon qu'ils ont des vrais employés et tout ça. Donc c'est faisable pour les gens qui veulent le faire. La musique. Alors pourquoi s'il faudrait avoir des supports physiques, ça ne sert vraiment à rien, sauf pour les nostalgiques. Il y a même des gens qui disent que le son du vinyle est meilleur que le son numérique. Alors je leur explique que tous les vinyles, depuis très longtemps, sont enregistrés à partir d'enregistrements numériques. Mais bon, c'est pas très grave. Donc le son du vinyle est agréable à l'oreille parce qu'il a des distorsions intéressantes. C'est vrai, il est très agréable à l'oreille. Distorsions qu'on sait aussi faire en numérique, un peu moins bien. Le vinyle est quand même pas mal, puis il y a un culte. Le culte, ça ne discute pas. Enfin, ça ne dépasse jamais très loin comparé au reste. Mais il y a quand même des problèmes sérieux, hein, l'invasion de la publicité, du gratuit. Alors les gens se sont fait avoir, mais ils ont été prévenus. Les gens disent, mais Google nous pique toutes nos données, mais ça fait 25 ans qu'ils le disent.
ils ont toujours été d'une clarté totale. Il a dit, on vous pique vos données, vous allez en profiter. Ils ont toujours été très clairs, et les gens disent « Ah, j'avais pas compris ». Bah ouais, faut pas se plaindre quand on ne comprend pas ce que les autres disent, hein, des fois. L'usage exagéré des écrans, alors c'était déjà vrai pour la télé, hein, je veux dire, le nombre de gamins qui passent leur vie devant la télé pour que les parents soient tranquilles est assez élevé, et c'est beaucoup plus un problème de parents que d'enfants, hein. Ça se contrôle, les enfants, si les parents contrôlent, c'est plus facile. Moi, j'étais président d'une école Montessori longtemps, c'est plus facile de contrôler les enfants que les parents, hein. Les fake news, on en parle tellement que je ne vais pas en parler. Et alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les gens voudraient corriger le problème en n'essayant pas de le comprendre. Et ça ne marchera pas. C'est-à-dire, les gens veulent passer zéro temps sur la compréhension et 1 milliard de temps à discuter, à répéter les mêmes trucs dans les mêmes articles de journaux qui passent en boucle. Ça n'ira nulle part. Alors, l'État, c'est plus vrai. Par exemple, il y a beaucoup d'organismes d'État qui sont devenus complètement sérieux sur ce type d'analyse. Puis il y a aussi des sites participatifs. Donc, Wikipédia, la plus gigantesque encyclopédie de tous les temps, qui en sciences est d'une qualité absolument phénoménale. Ça devient notre outil de travail numéro 1, Wikipédia, parce que c'est écrit par des gens qui savent ce qu'ils écrivent, et qui est gigantesque. L'Encyclopédia Britannica a arrêté en disant que ça n'a plus de sens de faire du papier. Dès qu'on l'écrit, il est périmé. Alors bon, c'est comme ça, Marmiton, j'en ai parlé. La cartographie, OpenStreetMap, par exemple, qui agrémente les cartes en temps réel, de tas de données qui sont intéressantes. Couchsurfing, c'est intéressant, c'est moins connu. C'est un site d'échange entre des gens qui disent moi je mets une chambre à la disposition de qui a envie de venir. Et les gens ont envie de venir chez quelqu'un, alors c'est gratuit. Donc on dit voilà, j'ai une chambre à disposition à telle période, venez qui vous voulez. Bon je viens, ok, très bien. On a le droit d'amener un cadeau, mais c'est pas forcé. Et c'est un site qui marche très très bien à l'échelle de millions de gens. Hein. Ça existait, c'était juste impossible à faire simplement. Ça ne pouvait pas exister. Le crowdfunding, le financement participatif, c'est un peu moins fort que ce qu'on pensait, mais ça existe quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas exister avant, autrement qu'à toute petite échelle, par exemple dans une ville. Dans les petites villes, ça existait, mais à petite échelle. Et puis alors donc, les acteurs non commerciaux sont essentiels. Le logiciel libre, il faut comprendre que des trucs comme Linux ou NTP, personne ne connaît, c'est le truc qui met à l'heure vos ordinateurs en permanence. Ce sont des efforts de dizaines de milliers de personnes à travers le monde sur des dizaines d'années, qui coopèrent, à peu près tous inconnus, qui coopèrent et qui travaillent sur un projet commun, qui peut être Linux, NTP ou il y en a d'autres. C'est gigantesque, ça ne s'est jamais fait à cette échelle-là, des gens qui ne se verront jamais, qui ne se connaîtront vraiment jamais. Alors on dit qu'il n'y a pas de relation sociale dans Internet, mais ça, c'en est quand même une sacrée. Hein. Internet Archive, c'est assez intéressant, c'est les gens qui... ça c'est payant pour ceux qui s'y mettent, donc les sites web qui ont envie d'être sauvegardés, sérieusement, pour le futur, pour servir d'archive. Hein. Et donc c'est 15 pétaoctets. Alors un pétaoctet, c'est 1000 téraoctets. Hein. Donc 1000 téraoctets, vous achetez un disque qui fait 1 téraoctet à peu près, enfin un 5 téraoctets. Donc c'est beaucoup, c'est gros, 15 pétaoctets. Il y a 330 milliards de pages qui sont sauvegardées. Il y a 2 millions de livres, ça commence à être plus gros que la bibliothèque du Congrès. Il y a 10 millions de textes divers qui sont sauvegardés volontairement par les gens dans une organisation unique et très sérieusement faite. Software Heritage, qui est française, c'est un projet récent de l'INAEA. L'idée, c'est le logiciel, c'est une création intellectuelle incroyable, il faut le préserver, et donc c'est fait, c'est en train de se faire. Donc pour l'instant, ils ont en 2 ans, ils ont préservé 4,5 milliards de fichiers sources de programmes, 4,5 milliards, hein, on ne joue pas petit en informatique, hein. Et ça c'est rien, ça prend très peu de matière, enfin quand même. Et 83 millions de projets de logiciels, qui savaient qu'il y avait 83 millions de projets de logiciels, mais c'est un tout petit morceau de ce qui se fait. 83 millions de projets, c'est petit par rapport à la réalité. Les sciences ouvertes, la physique et l'astronomie, mais les données de la physique et de l'astronomie sont accessibles à tout le monde. Hein. Les données du CERN, les données des astronomes sont accessibles sur le web, les données de la météo. Moi, j'ai rencontré à Oléron quelqu'un ici qui était grand chef des modèles chez Météo France et qui a fait son site à lui, qui s'appelle météolab.fr, dans lequel il fait des prévisions, enfin il explique les données publiques de Météo France, donc personne ne sait qu'elles existent. Et c'est très intéressant comme site pour les prévisions. Très très précis. Je ne sais pas trouver ça, mais enfin c'est des données publiques. Donc tout ça c'est fondé sur la pensée informatique.
C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la pensée informatique, ils ne peuvent absolument pas inventer ça. Et donc c'est en train de changer le monde parce que c'est une autre forme de pensée. C'est pas parce que c'est un outil. Il faut abandonner définitivement cette idée. Puis les services publics, donc impôts.fr, premier truc qui a marché correctement. Services publics, Légifrance, tout ça c'est vachement bien fait. Étalable, c'est des gens assez remarquables qui justement essayent de faire que les sites soient compréhensibles par les gens. Data.gouv.fr, c'est la mise en ligne de toutes les données de l'État. C'est gigantesque. Et campagnol.fr qui prépare des sites pour les mairies, donc ça c'est un truc participatif, pour que les petites mairies de villages de 200 habitants ou 400 comme chez moi soient capables de faire des sites. Mais aussi il y a énormément de trucs complètement nuls dans l'État, par exemple carte grise, je suppose que tout le monde a entendu parler de ça. Par exemple digipost.fr qui est absolument extraordinaire. J'ai des très très jolis trucs de bugs où il m'a dit par exemple il y a des points il y a des points dans votre nom de fichier, on ne peut pas le stocker, ou il y a un nœud accent aigu dans le nom de fichier, on ne peut pas l'accepter. J'ai jamais entendu parler ça d'une parole. Alors l'auto-entrepreneur, URSAF et Net Entreprise, 3 sites chacun mal foutus qui passent leur temps à s'envoyer les uns aux autres pour les auto-entrepreneurs, ça enfin bon. Quand même, ça s'améliore, mais il y a un vrai problème qui est étudié maintenant, posé par le défenseur des droits en ce moment, il y a des tas de gens qui ont pour vie, ils ont le droit. Et donc, comme il y a suppression du reste, c'est pas ça. Bon, alors, je vais peut-être faire une petite pause là, avant d'attaquer une autre partie. Si vous avez des questions urgentes, il y aura plus de questions à la fin. Oui ? C'est vrai que l'information ne coûte pratiquement rien en tant qu'objet physique. En revanche, ça a un coût en énergie. Ça a un coût en énergie. Ouais. L'information a un coût en énergie, surtout quand il se prend très mal. Alors on va le voir là, la diminution de l'énergie, c'est vraiment le sujet numéro 1. Alors il y a des gens, il y a des absurdités comme le Bitcoin qui sont faites pour coûter beaucoup d'énergie, ça c'est du coup on ne peut pas. Mais pas les blockchains. Les blockchains, c'est plus malin. Mais il y a un coût en énergie. Seulement, regardez bien. On dit, oui, ça coûte un métaux rare en énergie. Et on va faire des voitures électriques. Donc, ça va être même pas dans l'épaisseur du trait. Et en énergie et en voilà. C'est-à-dire, ça coûte en énergie, certes. Mais, d'abord, c'est délocalisable. Donc, ces centres, alors maintenant, il y a de plus en plus de centres au Spitsberg, par exemple, parce que pour refroidir les machines, il n'y a pas de Mountain, là-bas, c'est déjà ça, etc. Et on les met en bas des barrages, comme elles peuvent être strictement n'importe où, grâce aux fibres optiques et à la physique. Elles peuvent être strictement n'importe où, les machines, on les met là où l'énergie est abondante et où le refroidissement est abondant aussi. Donc ça, c'est quand même très important aussi. Donc, mais on va voir que le gros combat, c'est l'énergie. Mais par rapport aux voitures électriques, ça va être invisible. Juste un exemple de plus que je trouve remarquable, tu as cité les images, je citerai l'apprentissage des données personnelles et des idées personnelles dans les textos, sur les téléphones portables. On va en parler. C'est un autre sujet. Oui ? Ça serait sur la protection. J'essaie de toutes les façons de ne pas être suivi, de ne pas être fiché, d'effacer les cookies, j'utilise Quant, etc. Et je reçois quand même des trucs. Oui, il ne faut pas être parano non plus. J'en parlerai tout à l'heure aussi. On a laissé des traces dans le passé, ça suffit pour envoyer les gens. Mais moi, je ne reçois rien autant que des coups de téléphone absurdes. J'ai quelque chose à vous proposer. C'est pas nouveau. Mais enfin, oui, mais il y a moyen, on va voir ça. Il y a pas de sécurité sur le centre, c'est un autre morceau. Peut-être continuer ? Ok, alors l'infrastructure, parce que l'infrastructure est fondamentale, c'est celle qui bouffe de l'énergie. Alors, l'infrastructure, ça obéit à une loi très intéressante qui s'appelle la loi de Moore, une loi exponentielle. Il y a plusieurs lois exponentielles, par exemple, les séquenceurs d'ADN vont beaucoup plus vite que ça maintenant. Alors ça, c'est ce qu'on disait dans les journaux, parce qu'on lit encore dans les journaux qui ne cherchent même pas à corriger leur ignorance, des fois, mais c'est comme ça. La puissance des ordinateurs va de l'informaticien les
la puissance des ordinateurs a doublé tous les 18 mois. Donc ça, vous l'oubliez, ça n'a rien à voir avec la loi de Moore. C'est même pas vrai. C'est ça. C'est une décision, d'abord c'est pas une loi, c'est une décision industrielle concertée prise dans les années 1970 de dire que le nombre de composants électroniques par unité de surface va doubler tous les 2 ans. C'est-à-dire que le nombre de transistors qu'on peut mettre sur une puce, en rétrécissant les traits qu'on fait sur la puce, va doubler tous les 2 ans. C'était un pari fou, et toute l'industrie est arrivée par des moyens qui sont... C'est une industrie extraordinaire d'imagination, mais la physique n'a jamais été en travers du chemin. Donc on dit... voilà. Donc regarde, le premier circuit intégré, Intel 4004, 2400 transistors. À l'heure actuelle, c'est pas tout à fait récent, c'est 2016, on va plus loin. À l'heure actuelle, 20 milliards de transistors. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Dans un téléphone du type iPhone, etc., il y a à l'heure actuelle 9 milliards de transistors. Il y en a beaucoup plus que dans le Pentium d'un PC. C'est quand même intéressant, hein. Mais il faut dire que c'est beaucoup plus compliqué un téléphone qu'un Pentium de PC. Et vous voyez, ça a été ouf, ça c'est une échelle logarithmique, donc ça a été tout droit avec le temps. Donc ça a été absolument essentiel. Tout ça, évidemment, a pris décroissant considérablement. C'est-à-dire que ça coûtait beaucoup plus cher que ça. L'arrêt, il y avait une loi complémentaire à la loi de Moore qui m'a toujours fait rire, qui était le nombre de commentateurs bien informés prédisant la fin proche de la loi de Moore pour atteindre les limites de la physique double tous les 2 ans. Donc j'ai entendu ça depuis que je suis petit. C'est marrant parce que moi j'en parlais, à l'époque je bossais avec Intel et j'en parlais à Intel, ils adorent quand on leur dit ça. Alors j'ai entendu, c'est sûr, alors vous savez, c'est comme ils font pas les travaux comme il faut et tout, ils toucheront la limite à 50 nanomètres, 20 nanomètres, c'est dans l'argent des traits ça. 15 nanomètres, 10 nanomètres, à chaque fois, ben non, je suis surpris, ils ne l'ont pas fait, mais eux ils n'étaient pas surpris, hein, puisque c'est une planification. Alors, actuellement, on est à 7 nanomètres, par exemple, sur un iPhone ou sur un Samsung. 7 nanomètres, c'est pas grand-chose. Alors, les gens disent c'est complètement impossible. La physique, on est aux limites de la physique. Non. En construction 5-3 nanomètres, la physique devient plus compliquée. Hein. Il dit, mais il y a des effets quantiques. Vous prenez le premier machin, c'est avec des transistors. Hein. Pour trouver plus d'effets quantiques qu'un transistor, c'est quand même assez dur. C'est quantique depuis le premier jour. Et les fibres optiques, si ça c'est pas quantique. Bon, alors voilà. Mais les gros problèmes arrivent maintenant, mais ce sont beaucoup plus des problèmes économiques que des problèmes physiques. Est-ce que j'ai le transparent? Peut-être après. Je vais en parler. Alors, ce que ça a permis de faire, surtout, c'est de prendre le XXe siècle, qui ressemblait à ça, une carte. Là, il y avait un microprocesseur, là, il y avait des tas de composants partout, et de mettre l'intégralité à l'intérieur d'un quelques millimètres carrés de silicium. Et donc le jeu, c'est qu'il n'y ait qu'un circuit dans un téléphone ou dans un ordinateur et tout. Un circuit avec tout dedans. Alors, c'est pas tout à fait vrai à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de mémoire. Les mémoires sont à côté, ce qui est un gros problème. Pourquoi on fait ça? Pour l'énergie, en particulier. Parce que sortir du circuit, ça coûte la peau des fesses. Alors que rester dedans, ça coûte que dalle. Un téléphone, ça calcule à toute allure. Ça calcule beaucoup plus vite qu'un Cray-One, et ça consomme que dalle. Ça marche sur une pile, hein. Et ça fait... Et dans un téléphone moderne, vous avez entre 8 et 16 microprocesseurs qui occupent un tout petit coin du machin. Parce qu'il y a plein de choses pour faire le graphique, pour faire l'écran, les radios. Il y a tellement de radios différentes, de GPS, Galileo. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est Galileo qui vous oriente, c'est pas le GPS. Hein. Ouais, téléphone récent. Enfin, le GPS aussi, mais c'est moins bon. Il y a plein d'avantages à faire ça. C'est que le prix est constant de ce machin. Hein. Un circuit de téléphone, ça doit coûter dans les $20. Hein, alors que c'est beaucoup plus puissant qu'un truc qui coûtait quelques dizaines de millions de dollars il y a très très peu de temps. Les machines universelles, ben voilà, ça c'est une ferme de calcul. Donc ça c'est le CERN, hein, donc c'est une sérieuse. Hein, c'est avec ça qu'on fait le boson de Higgs. Hein. Ils ne parlent jamais qu'ils font des calculs, les physiciens, mais ils en font beaucoup. Ça c'est les mêmes choses, mais en containers stackables. Qu'on pose les uns sur les autres, il y a tout qui se connecte, le refroidissement, l'électricité, les fibres optiques et tout. Ça, vous connaissez. Ça, c'est une tablette, j'aime beaucoup, parce que quand on se sert comme appareil photo, c'est spécialement élégant. Et puis le téléphone, dont la fonction numéro 1, la fonction numéro 1 des téléphones, c'est de prendre des photos. Et surtout chez les jeunes, donc il y a horreur d'appeler au téléphone, et il y a le SMS et la photo. Et puis naviguer sur Internet, évidemment. C'est naviguer sur Internet qui bouffe la pile, hein, c'est ni la photo, ni encore la photo, c'est la vidéo et naviguer sur Internet, c'est ça.
Le reste, c'est rien. Téléphoner, c'est... Si on n'a pas le téléphone, je pense qu'il se vendrait à peu près autant maintenant, les téléphones. C'est bien parce que le téléphone, c'est intrusif. Hein. Et la machine à laver, dont j'ai déjà parlé, là, qui a un chip qui est plus petit, moins cher, qui fondamentalement est pareil. Alors, il y a un très beau dessin de Philippe Guéluc, j'adore Philippe Guéluc, qui est sur le smartphone. Il dit incroyable l'histoire du smartphone. Mon pote, tout ça, ils ont réussi à le caser dans un smartphone, il doit y avoir un truc. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Ben, vous avez des jeux, vous avez des piles de dossiers, vous avez un réveil, vous avez un téléphone, un dictionnaire, la radio, un magnétophone, un album photo, une machine à écrire, un tourne-disque, et encore plein de trucs, un appareil photo gros, une caméra vidéo et tout ça, c'est dans un smartphone. Alors c'est assez intéressant parce que il y a des contresens qui sont faits facilement. Par exemple, les gens disaient ben, le smartphone c'est comme le couteau suisse maintenant. Ben non, parce que le couteau suisse c'est une caractéristique, c'est pas très bien. Hein, c'est pas très bon à peu près quoi qu'il fasse. C'est pratique parce qu'on a tout dans la main. Alors que le téléphone c'est juste excellent partout. C'est un des meilleurs appareils photo, c'est certainement une des toutes meilleures caméras vidéo. Rassurez-vous, pour l'instant il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de grand angle, mais c'est en train d'arriver super vite, et ça va vous faire du 3D que vous n'aurez pas le temps de comprendre. C'est vraiment excellent partout, c'est-à-dire que c'est comme enregistreur, c'est aussi bon que tout ce qu'on achetait très cher avant. Voilà, donc ça c'est dû à un circuit et énormément de logiciels. On parle du circuit, mais 100 millions de lignes de code au minimum dans chaque téléphone, 100 millions de lignes de programme. Hein. Essayez pas de les imprimer. Il ne faut pas oublier que c'est le logiciel qui décide quoi faire, c'est-à-dire le circuit est là pour faire marcher le logiciel, c'est pas l'inverse. Voilà, et le problème c'est voilà, la loi de Moore ralentit à cause de l'énergie et surtout de la chaleur. Ben, c'est relié. Donc avant le jeu c'était d'accélérer les circuits, maintenant c'est de les ralentir. Donc il faut dans un téléphone le grand jeu. Avant il y avait une horloge, on essayait de la mettre de plus en plus rapide. Maintenant il y a des dizaines d'horloges, on essaie de les mettre de plus en plus lentes. C'est-à-dire que pourquoi lente? Parce que la vitesse est proportionnelle au voltage. Et donc, si on va aller plus vite, il faut augmenter le voltage. Mais l'énergie dissipée est proportionnelle au carré du voltage. Et 50% de l'énergie dissipée dans un circuit, c'est des fuites. Donc, dès qu'on monte le voltage, ça chauffe à mort. Et puis après, c'est assez compliqué, il ne faut pas qu'il y ait des points chauds, c'est très compliqué. J'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est très rigolo. Concevoir les circuits. Un circuit, j'ai dit, il a 7 milliards de pièces à l'heure actuelle. Les gros circuits en ont beaucoup plus, ils ont 30 milliards de pièces à l'heure actuelle à peu près. Dans 2 ans, ils en ont 60, c'est pas une devinette, c'est programmé. Le problème, c'est que personne ne les verra jamais, ces transistors, personne ne connaît leur nom. On ne peut pas imprimer 60 milliards de transistors. Vous essayez de dessiner avant, de dessiner les circuits, on les accrocher au mur. Ben là, il faudrait les accrocher en France, les circuits, pour arriver à les voir. Hein. Donc on ne peut plus. Donc c'est entièrement fabriqué par des algorithmes et par des programmes. Mais c'est extraordinairement compliqué. Une génération de Pentium, ça coûte $1 milliard à fabriquer. Donc c'est pas rien. Le problème c'est les usines. Parce qu'avec la boîte de Moore, il y a aussi le prix des usines qui double. Donc, pour la génération 3 nanomètres qui est en train de se préparer, qui ne va pas être facile à faire, alors suivant les endroits, c'est entre 20 et 30 milliards de dollars une usine. Une usine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne ne peut se le payer sur la Terre, à part les Chinois et les Taïwanais. Et peut-être les Américains, mais c'est pas garanti. Alors en Europe, il y a très très longtemps qu'on a arrêté. Hein. Vous voyez par exemple, ST Microelectronics, qui est le grand fondeur européen, qui est une grande tasse, hein, ils ont tous les mêmes machines. Hein, ils ont tous les mêmes machines. Tous. Il n'y a pas de différence. Et les machines sont toutes européennes quasiment. Et les machines qui sont absolument centrales pour fabriquer les circuits sont européennes. Mais il n'y a pas de fabrication. ST s'est arrêté à 25 nanomètres. Donc 3 x 9, 27, 9 x 9, 81. Donc l'écart c'est 81 en densité. 80. Gigantesque. Bon, ça n'empêche pas qu'avec ça on fait des tas de choses aussi. AMD, qui était un des très grands fondeurs américains, Global Foundries, ça a été racheté par Abu Dhabi, n'a jamais réussi à faire le 7 nanomètres et a arrêté. Ils ont dit c'est trop cher. C'était parmi les tout meilleurs du monde. C'est ça qui va arrêter. Pas la physique. La physique, elle va avoir du mal. Donc ils ont tous du mal. La physique va avoir du mal, mais quand même, on peut faire des tas de choses. On sait faire des transistors sur un atome. On sait faire des transistors sur un atome. Après, il faut transporter le courant et tout, mais bon. Et surtout,
c'est génial pour la recherche parce qu'enfin, on va pouvoir se débarrasser du silicium. Parce que ça fait 40 ans qu'on fait la même chose, et enfin, les chercheurs vont avoir un sujet. Alors, le stockage, c'est pas mal non plus. Vous voyez, au début, les machines, une assez grosse machine, quand j'ai commencé la recherche, ça avait 32 kilos. Maintenant, ça a plutôt 32 gigas. Donc, c'est multiplié par 1 million. Pas mal, quand même. Ça change. Je ne sais pas comment on faisait pour travailler là-dessus, mais les disques sont passés de 10 millions d'octets à 10 000 milliards d'octets. Donc ça a été multiplié par 1 million aussi, donc c'est quand même assez intéressant. Les mémoires flash qui sont nées avec même pas 4 gigaoctets, moins que ça, sont maintenant à 2 téraoctets. 2 téraoctets, ça n'existait pas en France en 2000 peut-être, 2 téraoctets de mémoire. Donc vous voyez, c'est normal, il faut s'y habituer, c'est tout. Et puis les écrans aussi, ils ont changé, puis les imprimantes, par exemple l'imprimante jet d'encre est devenue largement aussi bonne que l'impression argentique. Au début, les photos avaient une durée de vie de 2 ans, maintenant elles ont une durée de vie plus longue que l'argentique, dans les bons modèles. Voilà, donc, et puis les réseaux locaux, les réseaux, ça c'est le cœur de l'informatique maintenant, c'est les réseaux. Un ordinateur, ça n'existe plus, un ordinateur connecté, alors des réseaux, il y en a de toutes les sortes. Ça va très très vite. Alors les gens disent, tous les ans, il y a des gens qui stockent Internet. Non, on ne stocke même pas 5 secondes d'Internet. Rien. Pas possible. Alors Internet, d'ailleurs, il y a du monde, donc il y a 4,12 milliards d'utilisateurs. Pour l'instant, ça grandit très rapidement, particulièrement en Afrique. 54% dans le reste en tout et 80% en Europe. Les réseaux sociaux, il y a 3,36 milliards d'utilisateurs, donc c'est pas ce qu'on peut appeler un épiphénomène. Les portables, il y a plus d'habitants, il y a plus d'abonnements aux portables que d'habitants sur la Terre, depuis déjà 50 ans. Si on compte par exemple l'équipement portable des pays développés, c'est 127,3% de téléphones actifs, d'abonnements, je parle. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un abonnement de portable. Alors les portables au début en France, c'était pas bien vu, je me rappelle. On disait, le portable c'est intrusif et tout, les gens n'avaient pas compris un truc. Moi, avant, quand j'appelais quelqu'un, la seule information que j'avais, c'est qu'il n'était pas là, avec le fixe. Maintenant, je demande où es-tu. C'est très différent. Bien, maintenant, c'est surtout devenu interopérable. C'est-à-dire que vous changez, vous passez de l'un à l'autre, du 4G à Wi-Fi, et ça marche encore. Ça, c'est vraiment difficile. Là, l'industrie des télécoms n'existe plus, elle ne s'appelle plus comme ça, elle s'appelle l'informatique. Mais c'est vraiment dur d'arriver à faire ça. Vraiment difficile. Calcul dans le nuage, ah ouais, ça c'est énorme. Il y a toujours un basculement décentralisation-recentralisation. Au début, c'était des grosses machines centralisées. Après, on est passé au PC décentralisé. Et maintenant, on passe à une espèce d'hybride. C'est-à-dire, on a des téléphones hyper puissants, mais qui causent à des fermes de calcul hyper puissantes. La reconnaissance de la parole, on ne sait pas encore la faire dans un téléphone. Ça viendra. Donc, vous parlez dans ça part au Spitzberg et ça revient. Il y a des gens qui s'étonnent, qui disent par exemple, ah, mais je ne comprends pas, mon message est passé par Londres pour aller de Paris à Paris. Quel est le problème? C'est de la lumière, ça ne coûte rien de passer par Londres, si c'est moins cher que de passer par Paris. Ça ne coûte rien. Transporter des photons, on s'en fout. Il y a une très grande, ah oui, il y a la nostalgie de Transpac en France, oui, surtout chez les Bretons, il y a la nostalgie de Transpac. Il y a une énorme différence, c'est que dans un réseau téléphonique, ceux qui font le boulot, c'est les opérateurs, c'est eux qui gèrent le réseau. Dans Internet, c'est vous qui gérez le réseau, vous ne le savez pas. Il n'y a pas de gestionnaire du réseau dans Internet, c'est votre ordinateur, c'est votre téléphone qui gère le réseau. Et ça, les gens ne savent pas, c'est assez rigolo, c'est un principe complètement inversé, les inversions mentales, c'est-à-dire que c'est le principe à l'envers, c'est-à-dire que l'opérateur, lui, il fait juste transiter les paquets, les petits paquets. Il les envoie, alors avant vous avez des communications qui suivaient des chemins, c'est terminé. Vous envoyez 2 paquets sur Internet, et peut-être qu'ils ne passent pas du tout par le même chemin, on s'en fout. Donc c'est un changement de logique très profond, qui a été inventé simultanément aux États-Unis et en France, Louis Cousin et comment il s'appelle, Vinton Cerf, mais enfin c'était un principe qui était dans l'air. Pas rien tout ça. Et les logiciels, ah ouais, alors là les logiciels c'est énorme. On dit que ça coûte très très cher de faire un circuit, mais alors un logiciel c'est pire. Les systèmes d'exploitation sont des choses énormes. Donc Linux, c'est pas ils sont à peu près tous pareils. Linux, le cœur de Linux, c'est 22 millions de lignes. Déjà
gens disent que c'est un petit système, pas du tout, hein, c'est un énorme système. Quand on prend tout ce qu'il y a dans un système, on arrive à 100 millions de lignes à peu près hein, dans un téléphone, déjà rien avec le système. Et puis il y a un gros problème de sécurité et de mise à jour. Vous voyez, il y a tout le temps des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Là, je vous expliquais pourquoi. Et puis alors, si vous ne les faites pas, ça, c'est pas une bonne idée, hein. Vous allez voir ça. Les navigateurs, pareil, hein. Vous appelez Chrome, Firefox, vous avez l'impression que c'est un petit truc, c'est un monstre. Ce sont des monstres d'intelligence qui sont extraordinairement durs à faire et qui sont tous gratuits d'ailleurs pour le coup vraiment. Mais ce sont des monstres, c'est peut-être des créations. Un circuit, je pense, un circuit ou un système d'exploitation, c'est peut-être les créations les plus difficiles qui aient jamais été faites. C'est bien plus compliqué à créer qu'un avion. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est là-dessus. Par contre, ce qui est rigolo, c'est le changement total dans les logiciels. Alors, d'abord, il y a un changement de vocabulaire. Avant, on disait un programmeur. Moi, je disais je programme. Maintenant, on dit je code dans les journaux. Ah oui, maintenant, on ne fait plus de l'informatique et de la programmation, on fait du numérique et du codage. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens qui savent pas ce que c'est que l'informatique ni la programmation de parler entre eux tranquillement, en étant tous au même niveau d'incompétence et sans faire l'effort de savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est absolument clair. Tous les politiques, alors maintenant, ils ont un logiciel des hommes politiques aussi. Donc ça leur permet de coder, d'apprendre à coder, enfin de dire aux gens d'apprendre à coder, pardon. Ils ne le font pas forcément, ils n'ont pas le temps. Alors, on me demande parfois, est-ce que vous connaissez des programmateurs? Je dis non, ça c'est dans les machines à laver. Alors il y a une très très grande variété. Et, ah oui, vous regardez les applications de téléphone où la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous encore. Vous voyez toujours à chaque mise à jour un message à la fin qui vous dit amélioration de l'expérience utilisateur et correction de bugs. C'est l'incantation, ça vous savez, vous tapez sur une touche et ça vous imprime ça. Ça veut dire, en bon français, ça ne marche pas encore. C'est assez clair. Mais il y a eu un énorme changement entre 2007 et 2019, qui a été en particulier dû à un Français exceptionnel, qui s'appelle Jean-Marie Hulot. Vous pouvez voir un exposé sur le site du Collège de France dans le cours de Didier Roux, vous tapez Jean-Marie Hulot, Collège de France, et qui est quelqu'un, un Français qui était un de nos étudiants quand j'étais à l'IRIA il y a longtemps, qui a fait une thèse de maths, puis qui après était un peu artiste, et il est allé travailler enfin l'histoire est un peu plus longue que ça, mais il avait fait un générateur d'interface, un truc magnifique, et il a montré ça à Stanford, et il y a un petit jeune qui s'appelle Steve Jobs, qui lui a dit, toi je t'embauche, lui il lui a dit, non, moi je pars 3 mois au Tibet, comme je fais tous les ans, il a dit, t'atterris quand? Il n'y aura pas sur l'atterrissage, Steve Jobs lui disait tout bien, et il a juste fait la machine Next, sur laquelle a été créé le web, le Macintosh et l'iPhone, qui a été fait dans un labo secret à Paris. C'est assez intéressant. Donc c'est un mec assez doué. Donc voilà un multifenêtrage, vous voyez, ça c'est quand on travaille, on observe tout ça. On a des tas de fenêtres avec des tas de choses complètement différentes dedans. Et puis ça c'est sur un Mac, mais ça pourrait être sur un PC, c'est pareil. Et multi-bureau. On glisse d'un bureau à l'autre parce qu'il faut avoir plein de choses. Et donc ça c'est vraiment ce qui est né dans les années 1990 et qui est très précieux pour les gens qui travaillent. Mais ça a disparu du reste de la surface de la Terre, complètement, avec une invention nouvelle qui est le téléphone. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire ça sur un téléphone. Ce qu'on appelle, le mot form factor est fondamental dans le domaine, c'est facteur de forme, ça ne s'appelle pas en français. Vous voyez, là, sur un téléphone, on peut mettre qu'un seul truc à la fois. Alors on a du multi-bureau, ça permet de regarder tout ce qu'il y a, et là on s'aperçoit qu'on a 250 trucs en même temps qui marchent sur le téléphone. Alors les gens veulent les éteindre parce qu'ils pensent que ça bouffe des ressources. Ça est complètement faux. Ça ne bouffe rien du tout, il n'y a rien à éteindre du tout. Il ne faut surtout pas les éteindre, ça bouffe des ressources. Quand vous les rallumez, ça bouffe des ressources. Donc, il y a des gens qui courent, c'est assez rigolo. Alors c'est assez intéressant parce qu'après il y a eu d'autres formats comme la tablette qui a moins de succès, mais moi je m'en sers beaucoup parce que pour lire des papiers techniques c'est vraiment très bien. Et puis on voit qu'on peut peut-être mettre 2 fenêtres, mais c'est pas forcément très pratique. Mais en gros, le monde a basculé de ça à ça. Entièrement. Pourquoi? Parce que les téléphones sont majoritaires. Il y a des milliards de téléphones sur la Terre, il y a très peu d'ordinateurs, ils se vendent de moins en moins d'ordinateurs et de plus en plus de téléphones. Voilà. Alors, avant de séance des questions, maintenant il y a un grand changement qui est en train de se produire.
sur lequel, là, il y a deux grands n'importe quoi qui se racontent dans les journaux, c'est sur le quantique et sur l'intelligence artificielle. Deux sujets sérieux. Donc le quantique, c'est un sujet sérieux. Les gens disent, les ordinateurs quantiques vont aller infiniment plus vite que les ordinateurs non quantiques. Alors ça étonne beaucoup les gens du quantique, qui eux en sont à racine carrée infiniment, et exponentiellement dans un ou deux cas connus. Et surtout, on ne sait pas faire grand-chose si on avait une machine quantique, c'est de la recherche. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai. Et puis on ne sait pas faire une machine quantique. Et de loin. Et de loin. Donc c'est un énorme sujet de recherche, mais alors on vous vend de la salade. C'est dommage pour les gens qui font le sujet. Ils sont sérieux. Et les recentrages sur les données, ça aussi, l'intelligence artificielle, est-ce que la machine va être plus intelligente que l'homme? Ça n'a pas de sens, cette question. D'abord, il faudrait savoir la définir. J'ai jamais vu J'ai regardé, je faisais mon bouquin, j'ai regardé dans plein de bicos la définition du mot intelligence. La seule chose que j'en ai déduit, c'est qu'il n'y a aucun des auteurs de ces définitions qu'on était fiers. C'est compliqué. Alors maintenant, ce qui se passe, j'avais dit, donner un langage machine avant, tout ce que j'ai raconté, c'était là-dedans, dans ce triangle-là. Et maintenant, il y a un décalage là-dessus, qui est de faire des programmes dont on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font, mais qui font des choses qu'on ne savait pas du tout faire avant. Alors ça a commencé à 25 ans, avec Yann Lequin, 3 personnes, Yann Lequin, Joshua Bengio et Geoff Hinton. Bell Labs pour Yann Lequin et Canada pour les deux autres. Et d'autres comme Léon Bautou, il y a beaucoup de Français dans cette histoire-là, et qui faisaient de l'apprentissage automatique, mais bon, c'était intéressant. Il y avait par exemple la reconnaissance de manuscrits, ça marchait bien, choses comme ça, mais c'est la loi de Moore qui a permis de passer à l'échelle. Et là, il se passe des choses assez impressionnantes. Alors, celle-là est difficile, vraiment. C'est reconnaître les objets à l'intérieur d'images. Donc là, on voit qu'ils ont une image normale qui a été segmentée, et on reconnaît là, un verre à vin, une personne, une bouteille avec des probabilités associées, une table de dîner, etc. Ça, il y a des normes. Comment on fait ça? Eh bien, on travaille avec des millions d'images annotées par des hommes. Ça n'a rien de magique. Des hommes ont annoté et ont marqué, là il y a un verre, là, machin, et on entraîne les systèmes avec ça. Et ils ont à l'intérieur des centaines de millions de coefficients qui au début sont tirés au sort, tous. Et puis au fur et à mesure de l'entraînement, qui vont s'auto-régler par un mécanisme qui s'appelle la rétroconversion de gradient, qui est très simple mathématiquement. Et il y a un know-how pour le faire, personne ne comprend comment ça marche, vraiment. On soupçonne des trucs, mais Stéphane Malin au Collège de France fait sa chaire là-dessus. Et ça donne des résultats étonnants. Et alors sur les images, ça marche bien, ça marche pas partout. Ça marche pas mal sur la vidéo, mais pas encore suffisamment bien. La reconnaissance de la parole, c'est un sujet presque fini. Alors qu'il avait ramé pendant 30 ans, ça marche extrêmement bien à l'heure actuelle. Il n'y a même pas besoin quasiment d'entraîner le système. Ça marche vraiment très bien, même avec des accents. La traduction automatique multilingue pour des textes techniques, c'est absolument hallucinant. J'ai fait traduire mon bouquin par DeepL, qui est un des meilleurs traducteurs actuels, qui est allemand, qui n'est pas américain. Le résultat était mieux que ce que j'écris moi. Avec des contresens, parce que le français est un langue un peu bizarre, parce qu'il y a très peu de mots en français. Donc chaque mot peut avoir plusieurs sens complètement différents. Mais bon, il y a un traducteur qui est en train de traduire, enfin un anglais qui est en train de traduire, il se sert de ça, mais il va faire beaucoup mieux. Ça ne traduit pas des romans, parce que ce n'est pas du tout le même problème. Enfin, ça, on ne savait absolument pas le faire. Les études de comportement, bon, la santé. Donc pour la détection des tumeurs dans les images, pour les mélanomes, ça y est, c'est complètement réglé. Les algorithmes sont complètement meilleurs que même les panels de dermatologues. C'est pas garanti pour tout. En mammographie, ça commence à être comparable, avec un avantage, c'est que ça ne fatigue pas. Parce que quelqu'un qui fait du contrôle de mammographie toute la journée, parce que vous savez qu'il y a 2 jours de lecture, qui fait toute la journée du contrôle de mammographie, je me demande quel est son rendement vers 12 h du matin, là, quand il a un peu faim. Donc, bon, c'est intéressant. Et puis, il y a les jeux, bien sûr. Alors, les jeux, c'est différent. On a fait tout un foin sur le jeu de Go. C'est pas AlphaGo qui est pas intéressant, c'est AlphaGo 0, c'est la version d'après. On lui a donné que les règles. C'est tout. Règles du jeu de Go. Et puis, donc, c'est un grand réseau de neurones, ça s'appelle. Et puis, il a joué des millions et des millions de parties contre lui-même. Ce qu'ont fait les hommes, finalement. Et puis, il a ajusté ses coefficients. Et puis, quand il a joué contre le programme qui avait battu le champion du monde, qui n'était pas le champion du monde, mais ça fait rien, qui était un très fort joueur de Go, il l'a battu à totale plate couture, en
en n'ayant que les règles. C'est intéressant. Puis après, on lui a donné les règles des échecs, exactement le programme, on lui a donné les règles d'échecs, il a pulvérisé le meilleur programme d'échecs qui était... oui, sur 100 parties, il a gagné 27 et à 73 nuls. Hein, c'est ce qui s'appelle pulvériser aux échecs. Et il ne connaît que les règles. Mais on en déduit des tas de choses sur l'intelligence, il n'y a pas un pet d'intelligence là-dedans. Et surtout, c'est un cas qui n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire quand on joue au Go aux échecs, on sait si on a gagné ou perdu. Ça vous arrive ça, de savoir si vous avez gagné ou perdu? Non. Donc le jeu est très spécial. Donc c'est très difficile de déduire quelque chose de ça. Ceci dit, c'est extraordinaire. Là, pour le coup, côté énergie, la machine, c'est 25 millions d'euros, c'est des GPU énormes, mais enfin, ça s'améliorera. Parce que utiliser des GPU qui font du flottant 256 bits pour faire des calculs comme ça, c'est vraiment très bien. Donc maintenant, il y a des circuits qui sont déjà 100 fois plus efficaces en énergie. Mais bon, il faut laisser les gens bosser. Enfin, c'est assez impressionnant, mais les jeux, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact. Nous, on est les gens du domaine, comme Yann Lequin, qui est un des créateurs du domaine, a fait un talk au Collège de France, devant Macron d'ailleurs, le jour du lancement du grand programme intelligence artificielle. Il dit, vous savez, moi, j'aimerais bien qu'à la fin de ma carrière, avec un peu de chance, on ait à peu près l'intelligence du chat. Dans le bon sens du chat. Est-ce que je peux terminer sur la sécurité? Oui, bien sûr. Ok. Ah oui, se méfier des imitations. Voilà un truc très joli, parce qu'on vous vend du vent dans tous les sens. Et comme les gens ne savent pas ce que c'est, ils sont prêts à acheter du vent. Ça, bon, enfin, on vend du vent, il y a des tas d'autres gens qui vendent du vent. Voilà un truc intéressant. Il y a deux jumelles qui ont un ADN, monozygotes, qui ont un ADN identique de façon choquante, selon les grands biologistes. Ils sont étudiés pour ça. Et ils ont envoyé leur ADN séparément, les deux ADN, à des sites de détection de vos origines, de vos ancêtres. Et c'est assez intéressant parce que les résultats étaient tous complètement différents. Donc voilà, si vous voulez ne pas dépenser de l'argent pour rien, essayez pas de savoir votre origine comme ça, il y a d'autres moyens. C'est assez intéressant quand même, parce que ça, les gens croient aux résultats. Hein. Il n'y a pas de problème, on leur envoie des résultats avec des chiffres précis, 27%, 38%, ils y croient. Et ça pourrait être tiré au sort, c'est pas si différent. Ça ne veut pas dire que le sujet n'existe pas. Ça veut dire que là, bon, c'est pas encore très près. Alors, l'Internet des objets aussi, ça c'est la chose en train de changer, j'en parle très très peu. On parle de l'Internet des objets, dans les journaux on raconte toujours, ah c'est le smartphone, la montre connectée, on s'en fout, c'est pas ça l'Internet des objets. L'Internet des objets, qui est un truc vraiment sérieux, c'est des objets d'avant. C'est les instruments de musique, les voitures, comment nourrir son poisson, les maisons, c'est ça. Ça, le jeu, c'est pas les nouveaux gadgets. Les nouveaux gadgets, la montre connectée, ça n'a aucun intérêt pour la plupart des gens. La plupart des gens n'en auront pas. C'est le genre de machin, comme des lunettes de réalité virtuelle. C'est très intéressant pour les chirurgiens, mais pour le même moyen, ça va comme la télé en relief. Toutes les télés sont rendues en relief, j'ai jamais vu personne regarder en relief. Ah non, c'est plus vendu en relief. Bon, mais il y a des trucs sérieux là-dedans, beaucoup, parce qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes, en particulier sur l'énergie. En particulier sur l'énergie, où on peut vraiment réduire la consommation énergétique d'énormément de choses. Il faut savoir que dans les voitures, c'est déjà comme ça. C'est déjà ce qu'on appelle l'électronique, typique. Les automobilistes, ils disent l'électronique. Ils ne comprennent pas que c'est du logiciel, c'est pas de l'électronique. Hein, c'est des 0 et des 1, pas de l'électronique. L'électronique, ça fait juste marcher le logiciel. L'électronique, c'est dans une voiture, vous avez aussi 100 millions de lignes de programme. Et vous avez 35-40 ordinateurs dans une voiture normale. Voilà, donc ça c'était une voiture que quand je suis sorti de l'école, j'ai acheté à peu près ça. Et puis maintenant, ben voilà, il y a ça, tout ça, c'est complètement informatisé. Il faut expliquer pourquoi. Par exemple, ça a commencé par les freins. Et vous avez 4 roues sur une voiture qui ne sont pas sur le même sol. Donc si on veut une voiture ne dérape pas, il faut freiner les 4 roues indépendamment les unes des autres. Alors essayez de freiner avec 4 pédales. Ben, on sait très très bien faire ça avec des algorithmes. D'automatique d'ailleurs, ce n'est pas des algorithmes d'informatique, c'est des algorithmes d'automatique. Pareil pour les avions. Les avions, il y a très très longtemps qu'il n'y a pas de pilote dans un avion. Hein. Bon, ben, il y a beaucoup de choses là-dedans. Évidemment, GPS c'est subtil comme truc. Hein. Contrôle moteur, c'est vraiment subtil. Puis à venir, évidemment, un peu d'autonomie. C'est pas absolument clair cette histoire. Sauf aux US, où aux US, la conduite, c'est pas du tout la même chose. Puis les villes non plus. Et puis les voitures vont se causer. Elles causent déjà aux garagistes, sans que vous le sachiez.
Mais voilà. Bon, alors je voudrais terminer là-dessus. Il y a deux dangers majeurs complètement inconnus du public. Les bugs et la sécurité. La sécurité, c'est un peu, ben voilà. Alors, le principe, c'est ça, c'est les bugs, ça vous bouffe tout le système. Et des bugs, il y en a partout, mais c'est dangereux. Donc sûreté, deux mots. Sûreté, c'est le bon fonctionnement dans tous les cas. Sécurité, c'est la protection des données et des systèmes. Je dis bien système. Parce qu'il y a une image fausse qui est véhiculée, vous allez voir. Donc c'est vraiment deux dangers majeurs. Alors je vais être là, j'ai fait tout un cours là-dessus, et il y a eu un séminaire qui est sur le web fantastique, par quelqu'un de fantastique qui s'appelle Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques. Donc son talk est absolument merveilleux, il est sur le web, il est en audio, donc celui-là vous n'avez pas besoin de voir la vidéo, et ça il n'a pas de transport. Donc voilà, donc par exemple dans l'Internet des objets, c'est pourri, beaucoup de choses sont pourries, c'est fait par les industriels du milieu du XXe siècle, souvent, j'en ai chez moi, c'est invraisemblable, c'est déformulé, on se croirait il y a très très longtemps. Et puis c'est mal foutu, par exemple en automobile, le nombre de bugs qu'il y a dans les automobiles est déraisonnable. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais des gens ne savent pas qu'il y a de l'informatique, donc ils ne se prennent pas. Mais très franchement, les gens de l'automobile ont une bagarre, c'est de n'avoir aucune forme d'analyse de ce qu'ils font. Alors qu'il y en a sur la mécanique. Dans les avions, c'est extraordinairement analysé le logiciel. C'est vraiment très sérieux. Hein. C'est fait avec les outils de la société que j'avais cofondée, qui est à Toulouse d'ailleurs, STRA Technologies. Et c'est vraiment sérieux. Dans les voitures, il n'y a rien. Vous allez voir qu'en médecine, c'est pire. Et puis, vraiment, alors je vais vous montrer les bugs de logiciel automobile. Vraiment sérieux. La domotique, prenez pas de domotique à l'heure actuelle. Hein. Samsung, pour vendre des domotiques hyper sécurisées, les chercheurs ont mis à peu près 15 jours à tout casser. Les chercheurs sont forts là-dessus. Les voitures, c'est merveilleux. Plus la voiture est chère, moins ça met de temps à ouvrir une voiture. Et il y a une très très belle directive qui est arrivée de BMW, Audi et Mercedes, les trois grandes allemandes, qui vous disent vous avez une clé maintenant, vous l'avez dans votre poche, et quand vous arrivez, la voiture ouvre sa porte, démarre et tout. Et c'est une clé radio. Et une propriété intéressante, c'est qu'elle émet, donc quand vous rentrez chez vous, il suffit d'une paire de gens, un qui a un sniffer d'ondes électromagnétiques un peu bon, avec un petit ampli, et l'autre qui est à côté de la bagnole, et il écoute, vous avez posé votre clé chez vous quelque part, il l'écoute et paf, vous partez avec la voiture. Ça c'est absolument très très facile, donc c'est beaucoup plus facile qu'avec une clé. Et donc les constructeurs ont dit, achetez des cages de Faraday, des cages en métal pour mettre vos clés. Je suppose qu'ils vendent des cages en métal une fortune en plus, parce que ça doit être des BMW. C'est débile. Mais c'est débile, mais ça se vend parce que l'ignorance est tellement grande. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'informatique, donc ils achètent n'importe quoi. Dans les pacemakers, je vais en parler. Voilà. Donc, dans une voiture, si vous avez ça, c'est moins bien. Ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas sur toutes les fonctions, mais j'en ai eu des jolies, je peux vous raconter. Alors voilà celui-là, un qui est vraiment gravissime, donc je pense que personne dans la salle n'a entendu parler. Hein? Ah non, ça c'est un mensonge. Ils ont fait, voilà, Toyota a fait croire que c'était la pédale d'accélérateur. C'était que du logiciel. C'était le logiciel de contrôle moteur. Donc il y a 89 morts à tester, et le logiciel a été expertisé. Donc il y a un juge qui a dit, je veux voir le logiciel du moteur, qui est à l'intérieur du moteur. Vous savez qu'il y a un logiciel dans votre moteur, c'est lui qui fait tout le boulot. Il n'y a plus de mécanique dans un moteur. Enfin, si, il y a des pistons et tout, mais c'est tout. Hein. Le reste, c'est du logiciel. Et Toyota a dit non. Alors, il a dit, il n'y a plus de Toyota aux US. Alors, Toyota a dit oui, ça a été expertisé. Il y a un très beau rapport de 750 pages qui est secret, mais on en connaît suffisamment de choses. Donc, voilà le rapport. Il y a beaucoup de fonctions qui sont beaucoup trop complexes. Il y en a plein qui ne sont pas testables. Il n'y a aucun moyen de trouver comment tester ce qui se passe dans la voiture. Ce n'est absolument pas maintenable, il ne faut surtout pas y toucher, sinon ça risque de rajouter encore plus de bugs. C'est un mec sérieux qui a fait ça. Toute l'architecture de sécurité est à château de cartes. Toyota, le premier constructeur du monde. Enfin, qui était, c'est pour ça le premier constructeur du monde, et surtout le plus réputé des constructeurs. Vous avez entendu parler de ça? Jamais. Ça, c'est l'état de la France. Hein. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, j'ai analysé quelques-uns de ces bugs. Pour ceux qui connaissent l'informatique, par exemple, il y avait des débordements de pics qui écrasaient tous les paramètres du moteur. Ouf, c'est rapide ça. Donc ça a coûté pour l'instant 2,5 milliards de dollars à Toyota. Hein. Entre
entre les class actions, 1,5 milliard de dollars de ventes aux États-Unis. Jamais on a entendu. Le World Economic Forum, c'est intéressant, vient de classer les dangers économiques majeurs. Premier, événement climatique extrême. Deuxième, désastre naturel. Troisième, attaque informatique contre les infrastructures. Quatrième, attaque informatique contre les données. On ne parle que des données en France. On va vous piquer vos données. Vos données, tout le monde s'en fout, c'est passé la recherche appliquée. Mais contre les infrastructures. C'est les infrastructures, c'est les réseaux électriques, c'est les villes, c'est les... On vous dit on va faire des smart cities hyper connectés. Ça ne va pas se faire, parce qu'on ne sait pas faire ça. Surtout alors, bon, pour vous montrer l'échelle, vous pouvez trouver sur Internet très facilement, vous cherchez 773, vous allez trouver ça tout de suite. Il y avait en libre service sur Internet un fichier de hacker avec 773 millions de paires non mots de passe dedans. Donc moi j'ai regardé, vous m'avez demandé si vous y êtes, moi j'y étais 6 fois. Okay. Mais pas avec des mots de passe récents. Après, il y avait un autre fichier avec 600 millions d'adresses, mais plusieurs mots de passe pour chacune, donc ils avaient un peu comprimé. Donc voilà, donc il faut des vrais mots de passe. Vote de données personnelles, l'échelle, Equifax, la plus grosse organisme de crédit aux États-Unis, de certification des crédits. 145 millions de comptes qui sont partis. Marriott, 500 millions de comptes et de données personnelles qui sont partis dans la nature. Elles étaient ouvertes en libre service, ils ne le savaient pas. Ils avaient racheté Starwood, qui était une autre hôtel. Ça s'est fait en France, ça? Ça fait un an trop fidèle dans ce attaque Mirai. Mirai, c'était un des grands serveurs d'Internet aux États-Unis qui a été pulvérisé par des milliards de messages renvoyés depuis des machines à laver et des caméras vidéo. Parce qu'une machine à laver, vous l'achetez, ou une caméra vidéo, elle est sur Internet, vous ne savez pas forcément. Et le mot de passe, le nom d'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est admin. Personne ne change jamais ça. Donc ils ont recruté des centaines de milliers de caméras vidéo et tout ensemble ils les ont fait pulvériser le même site de message. Les virus là, j'ai vu les hôpitaux anglais se faire vider de leurs patients. Les hôpitaux anglais étaient entièrement sous XP, ce qui est la plus grande absurdité qui ait jamais été faite. Microsoft, ça fait plus de 10 ans qu'ils disent qu'il ne faut surtout pas être sur XP, donc c'est du beurre. Et donc, alors c'était pas seulement la compta qui était pétée, c'était des appareils. Les appareils, hein, tous les appareils sont informatisés, les appareils étaient plantés. Donc j'ai vu un hôpital à Londres se faire évacuer de ses patients. Monstrueux. Et les hôpitaux attaqués aux États-Unis, en Angleterre, ça a été bien documenté, c'est énorme. Les pacemakers, c'est intéressant. Voilà, les pacemakers ont été analysés, les pompes à insuline ont été analysées par des chercheurs qui ont trouvé des milliers de trous de sécurité dans chacun. Il n'y a aucune sécurité dans un pacemaker, rien. D'ailleurs, moi j'ai des appareils à oreille, si vous voulez reprendre le contrôle avec votre téléphone, ne vous gênez pas. Hein. C'est pas l'Estonie, le pays a été coupé du monde pendant une semaine, en 2010. Et le réseau électrique ukrainien, 10% du réseau a été tué par une attaque informatique il y a 2 ans. Ça peut arriver. Air France connaît ses problèmes. Air France, EDF connaît très bien ses problèmes. C'est très dur à éviter. Pour les voitures, c'est pas mal aussi. Il y a des chercheurs qui ont regardé des Jeep Cherokee. Ils ont trouvé qu'ils pouvaient prendre le pouvoir sur n'importe quel des Jeep Cherokee aux États-Unis depuis n'importe quel terminal Internet en rentrant par l'autoradio. Donc là, ils se sont amusés à emmerder un peu de leurs copains. Ils ont mis du temps à savoir à faire la direction complète en marche avant, mais ils avaient déjà enlevé les freins. Et bon, voilà, en rentrant par l'autoradio, vous voyez. Et les gens des automobiles, ils ne savent même pas qu'il y a un problème. Quand on leur demande, ils disent non, mais chez nous, il n'y a pas de problème. C'est sérieux. C'est quoi une faille? Ben, c'est un mauvais comportement. D'abord, des utilisateurs. Donc les mots de passe, si vous avez encore des mots de passe dont vous vous souvenez, il faut arrêter. Un mot de passe, s'il est bon, c'est qu'on ne peut pas s'en souvenir. Ah, alors comment on fait? Bonne question. Des mauvais chiffrements, des failles logiques, des micro-bugs, ça c'est le pire, des micro-détails, les programmeurs s'en foutent. Alors les gens disent, j'ai entendu à la Commission européenne quelqu'un me dire, mais moi j'ai un Apple, il n'y a pas de bug. Alors j'ai dit, mais regardez les rapports d'Apple quand ils changent le système. Ils disent, corruption mémoire, ça veut dire que ça fait n'importe quoi, c'est très clair. Corruption mémoire qui permet, dans le système audio, qui permet de prendre le pouvoir total sur la machine. Ben vous en avez, à chaque release, vous en avez 30 comme ça. Comme ça, hein, c'est un peu le Linux pareil, hein, c'est très dur.
Et puis il y a des canaux cachés, alors ça, je vous expliquerai si vous voulez, mais il y a maintenant des failles qui ont été trouvées à l'intérieur même de la logique la plus intime des microprocesseurs, qui sont redoutables. Les Spectre, par exemple, va forcer l'industrie à changer la façon dont elle travaille, d'une façon qu'on ne sait pas encore résoudre. Donc c'est vraiment un problème sérieux. Et bon, les utilisateurs, évidemment, sont d'un niveau... Il ne faut pas croire que c'est des gens qui vous attaquent, hein, c'est rien que des robots. Les gens, ils ont autre chose à foutre que de vous attaquer, hein. Il ne faut quand même pas s'intéresser à vous. Dans les OS, il y en a plein. Oui, par exemple, un très très beau truc sur les iPhones, les gens ont découvert qu'en envoyant un SMS avec un caractère bien particulier à l'intérieur, crac, l'iPhone se crachait. Et ça, on peut le faire à qui on veut quand on veut. Hein. Alors bon, ça n'intéresse pas assez vite. Il y en a partout, et c'est vraiment sérieux. Il y a des attaques, alors ça c'est les chercheurs qui font beaucoup les attaques. Hein. Des attaques sur Internet ultra sécurisées. On vous dit, c'est sécurisé HTTPS. Il faut quand même savoir que sur HTTPS, on trouve à peu près 250 bugs importants par an. Hein? Donc ces gens, par exemple ici, une équipe derrière Microsoft est en train de faire un HTTPS mathématiquement prouvé. Il y a des moyens de se sortir de ça. C'est un autre truc. Bon, en médecine, j'en ai parlé, 80 hôpitaux anglais complètement effondrés dans la taille. Et c'est rigolo parce que la poste anglaise était sur Windows XP, la police était sur Windows XP et catastrophée, elle a décidé de changer sur Windows Vista, qui est le plus incroyable changement de bêtise qu'on puisse faire parce que c'est encore pire. Voilà. Rien n'est fait. Avertissement il y a un mois du ministère de l'AES. Les médecins, vous testez les médicaments et vous ne passez même pas une seconde à vous occuper des logiciels qu'il y a dans vos appareils parce que vous ne savez même pas qu'il y en a. Et ça, j'ai vérifié, je bosse beaucoup avec des médecins. J'ai entendu un médecin dire « Oh, mais l'informatique et la médecine, ça n'a rien à voir. Votre logique, c'est zéro ou un vrai faux, vous ne comprenez rien d'autre. » Alors que la logique de la médecine est beaucoup plus simple. Je lui dis « Ah ben oui. Si la logique a progressé, c'est à cause de l'informatique. Hein. Tout le monde est d'accord en mathématiques. Mais voilà, donc, quand on a envie d'être ignorant, on peut. Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. C'est bien de dire ça devant des étudiants, comme ça on peut au moins rendre les étudiants non ignorants. Voilà, donc conclusion, c'est vrai que l'informatique est hyper puissante. Il faut s'y faire un coup d'amis ou pas, c'est pas la question, hein, tout le monde s'en fout. Elle peut rendre des services extraordinaires, ce qu'elle fait déjà. Elle peut aussi conduire à des désastres, surtout si on la laisse faire. Et la responsabilité de chacun est de dire « moi je vais rester ignorant », il faut la comprendre. Il y a des gens qui l'adorent. Ils sont très contents les gens de vous rester ignorants, enfin que la population reste ignorante. C'est cette année, pour la première fois, qu'il va y avoir un peu d'informatique au lycée. Cette année. Le premier rapport que j'ai coécrit sur le fait qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que ça allait changer le monde, c'était 1984. Il y a 35 ans. Et en 35 ans, ça n'a pas bougé de millimètre. C'est cher. Voilà, bon. Et puis là, voilà, c'est pour ça que je fais ce genre d'exposé. Hein. Voilà. Et tout ça, c'est compréhensible. Est-ce qu'il y a sûrement des questions là maintenant? Si ceux qui posent des questions peuvent se déplacer un peu, on a aujourd'hui une salle de micro sans fil. Ça va être deux questions, une remarque et deux questions. Vous utilisez le terme smartphone, j'avais le terme ordiphone justement pour éclairer le fait que c'est carrément des ordinateurs, personnellement. Et ça précise les choses, bon, c'est pas un souci, c'est juste une remarque. La première question que je voudrais, c'est par rapport à par rapport au... Un coup, ça reviendra. Ça reviendra, ça reviendra. Juste sur Bonsoir. Micro. Nous parlons beaucoup de virus, d'attaques virales, etc. Mais sur le plan géopolitique, qu'est-ce que vous en savez? En fait, j'entends par là. Est-ce que vous connaissez les sources de ces attaques, les
nations qui contribuent à cette déstabilisation. Ah oui. Oui. Alors, Et où peut-on s'informer? alors, vous pouvez lister la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, la Corée, le Japon, tout le monde, comme sur absolument toutes les histoires d'espionnage. Ceux qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont des entraînements, hein, donc on ne sait pas, à l'heure actuelle, du tout trouver l'origine d'une attaque. Ça, c'est clair. On ne sait pas trouver. Et puis, il y a énormément de faux trucs pour guider les attaques. Par exemple, au début, on trouvait des trucs en russe dans les commentaires des programmes, quand on arrive à trouver les programmes. Mais en fait, il y avait des fautes d'orthographe dans le russe qui étaient quand même un peu bizarres. Donc, c'était probablement des Coréens qui n'avaient pas assez appris le russe qui avaient écrit ça. Donc, on ne peut pas savoir d'où viennent les attaques. On ne peut pas savoir à l'heure actuelle. Mais ça peut venir de n'importe où, y compris de gens qui se sont auto-attaqués en pensant attaquer les autres. Ah ben oui, le virus, c'était NotPetya, c'est un des virus les plus toxiques qu'il y ait jamais eu, a été lancé par quelqu'un qui visait quelqu'un d'autre qui n'a pas été touché, mais qui a touché à peu près la planète. Et je pense que la personne a été très très surprise. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas. On ne sait pas comprendre comment ces choses-là se protègent. On sait un peu comprendre, on sait les analyser. C'est des choses... Il faut comprendre que si vous voulez faire une attaque, vous allez sur Internet, vous renseignez un peu, et vous avez plein de sites qui vous proposent des kits d'attaque. Si vous êtes un peu compétent, avec des mélanges de kits d'attaque, pour 2 000 €, vous y allez sévère. Hein, vous cassez très très sévèrement. On pense que les gens qui ont cassé le réseau électrique ukrainien, c'était peut-être des Russes, peut-être pas. C'était peut-être des gens qui essayaient de casser un autre réseau et qui ne sont pas perçus qui cassaient celui-là. Mais c'est des attaques qui se négocient 1 000, 2 000 $. C'est pas cher. Pas cher. Oui, sur Handiphone. Juste la remarque sur Handiphone. Eh bien, en France, on a une tendance à croire qu'on va refaire les mots. Non, les mots, ils sont là où ils ont été créés. C'est fini après. C'est fini. Miller Tekel. Et nous avons fait ça en France. Les gens disent le français s'anglicise. 50% de l'anglais, c'est du français. On a de la marge. Et donc, c'est pas de notre faute si on n'a pas inventé les mots, si on n'a pas inventé les objets. Et smart, ça ne veut pas dire intelligent en anglais. Ça veut dire malin. C'est clever, intelligent. On ne dit pas clever en France. En France, on a des téléphones intelligents. Je ne sais pas pourquoi, ils ne disent pas ça aux États-Unis. Ils disent smartphone, téléphone malin. Donc, quand on invente les mots, quand on invente les notions, on invente les mots, puis il reste. Hein. On a fait ça en cuisine, nous. Vraiment voilà vous. Bon appétit. C'est bien revenu, pardonnez-moi. Sur l'énergie que vous avez listée, je n'ai pas vu, ça peut paraître lointain et complètement utopique, mais le problème des vents solaires, c'est-à-dire le fait que le magnétisme soit arrêté de manière ponctuelle ou un peu moins ponctuelle. Donc est-ce que justement nos disques durs sont, et surtout les fermes extérieures sont protégées contre ça? C'est une première question. Sur la Terre, on n'est pas très atteint par ça. Mais de toute façon, quel est le secret de l'informatique? C'est qu'on peut répliquer dans des tas d'endroits géographiquement la même information. C'est comme ça qu'on fait. Si vous voulez, moi j'ai connu des gens qui perdaient toutes leurs photos. D'abord, ils étaient prévenus quand même qu'un disque dur, ça lâche quand on veut. Mais c'est pas la peine d'avoir 6 sauvegardes au même endroit chez soi. Hein. Ça sert à rien. Donc, les vents solaires, oui, bien sûr, par exemple, les grandes bases de données répliquées sont répliquées en plein d'endroits sur la Terre. Les vents solaires, c'est quand même un sol. Bon, il y a eu des orages magnétiques, plutôt les orages magnétiques, enfin, c'est aussi des vents solaires. Pour les satellites, ouais, mais c'est pas les mêmes technos, les satellites. Hein. On ne peut pas envoyer des circuits standards dans les satellites. Et ils ne sont pas sensibles à ça. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Ils sont quand même un peu sensibles, mais il n'y a pas beaucoup de chutes là-dessus. C'est pas un gros problème par rapport au bloc logiciel, ça existe. Les problèmes matériels ne sont pas très importants. Ah, évidemment, s'il y en a un, s'il n'y a pas d'électricité, on n'est pas bien. Ça, c'est sûr. Si on ne peut pas recharger son téléphone, c'est vite du... Non, ces trucs-là, c'est pas majeur. De même, sur la connectivité, il y a tellement de gigantesques fibres optiques dans tous les sens que quand on a quitté. Ça peut être des problèmes, mais... Ah oui, on est dépendant.
tous les réseaux. C'est sûr. Bah, bon, c'est pas pour ça que c'est moins solide. Avant, on n'était pas dépendant, mais aller traverser une forêt. Quelle est votre solution pour les mots de passe? Ah oui. Alors là, c'est très facile. Vous prenez un bon coffre-fort à mot de passe. Il y en a plein sur le web. Il y en a un qui est français qui s'appelle Dashlane. Moi, j'utilise un autre qui s'appelle LastPass parce qu'il permet de passer des logins à des gens sans même leur passer le mot de passe. Hein. C'est assez intéressant. Donc, c'est pas sélectif. C'est un truc, vous avez un mot de passe à connaître. Et celui-là, il faut qu'il soit long. Hein. Et puis le reste, vous les faites générer automatiquement et vous n'avez même pas besoin de les regarder. Même pas besoin de les connaître. Donc vous en avez qu'un. Ça marche très bien, ça. C'est très simple, c'est gratuit. Alors si vous avez plusieurs appareils, il faut payer un peu. Alors l'idée que les choses gratuites sont les meilleures, ça c'est vraiment très con. Je ne sais pas, vous avez déjà eu une idée d'envoyer un timbre, une lettre sans timbre pour voir si ça arrive de l'autre côté parce que c'est gratuit? Non. Bon, donc un mot de passe, un gestionnaire de mot de passe, peut-être que vous allez payer 1 € par mois pour ne pas être emmerdé. Il faut arrêter de penser qu'il faut s'intéresser aux mots gratuits. Et c'est pas cher, hein, mais ça marche très bien. Si vous avez un ordinateur, vous prenez Dashlane français, très bien foutu. Quand vous allez sur un site, vous lui dites générer un mot de passe automatiquement, on ne le montre même pas. Ça marche très bien. Ça fait longtemps que ça existe. Il y en a un qui est même agréé par l'ANSSI. Alors c'est subtil à l'intérieur ces choses-là. Hein. C'est subtil, mais bon, c'est bien maîtrisé. Voilà, donc ça c'est la première action à faire dès demain matin. C'est un peu de boulot, moi j'ai dû changer 140 sites web là. Il faut faire un login sur chacun et si vous voulez changer de mot de passe, oui, il y a chunk. Il est parti. Alors, sauf qu'il y a des mots de passe, il y a des sites tordus qui n'obéissent pas du tout aux règles. Là, il faut faire ça à la main, c'est casse-pied. Mais comme ça, vous ne les voyez pas, vos mots de passe. Un mot de passe, c'est un mot de passe. Oui, il y a un mec, Michael Burr, un informaticien sérieux, qui s'est excusé récemment. Il a dit, j'ai fait une grande erreur dans ma vie, c'est de donner des règles pour faire des mots de passe sûrs. Il faut mettre un caractère spécial, un point, commencer par une majuscule, mais pas au début. Il a dit, j'ai emmerdé toute la terre entière avec ça, qui n'a aucune valeur, parce que ce qu'il faut, c'est juste mettre un mot de passe aléatoire, et ça a eu comme résultat que tous les sites donnent des contraintes différentes. D'accord? C'est complètement, il n'y a pas d'autre. Bon, vous faites générer, dans les gestions de mot de passe, il y a un truc, allez, il faut mettre cette option à la con pour qu'il génère des caractères spéciaux ou qu'il n'en génère pas, ça dépend des sites. Voilà. Puis il faut que ce soit long, le mot de passe. Long, 12 caractères. Mini, c'est pas long, 12 caractères. Ça, vous en foutez, c'est généré automatiquement. Vous avez parlé des problèmes, des bugs des logiciels. Je voulais savoir ce que vous pensez des outils de preuve de code aujourd'hui. Je sais qu'il y a des endroits où c'est prouvé, typiquement à l'aviation. Qu'est-ce que vous en pensez pour les généraliser à d'autres domaines? Ben ça, c'est le domaine dans lequel j'ai travaillé, donc j'en pense pas mal de bien, à condition que ce soit bien fait. On voit les différences. Je vais donner un exemple. Le problème, c'est que l'investissement peut être élevé. Ça dépend. Il y a deux techniques. Il y a les techniques automatiques et les techniques beaucoup plus manuelles, qui sont bien plus puissantes. Les techniques automatiques sont complètement standards dans l'industrie du matériel, du logiciel du matériel. C'est la satisfaction booléenne. Ça, c'est un truc qui a fait des progrès cosmiques. Bon, mais ça, c'est technique. Enfin, j'ai enseigné ça. Et sur les trucs manuels, il y a des endroits où il faut le faire. Donc, il y a eu deux révolutions là-dessus en France. D'abord, l'invention de Coq, 3 révolutions. L'invention de Coq, qui est un système bien français, comme son nom l'indique, et par Gérard Huette et Thierry Coquan, qui sont des gens tout à fait fantastiques. Et donc, ils permettent de faire des preuves sur des grandes choses. Et donc, on est passé de l'idée qu'on arriverait à prouver 10 lignes de code à prouver des gigantesques trucs. Et Xavier Leroy, qui est maintenant prof au Collège de France, a fait un compilateur C prouvé. Le compilateur C traduit le langage C, qui est quand même un grand classique, surtout c'est une cible pour les autres langages, en langage machine. Et c'est un compilateur de grande qualité au niveau de ce qu'il génère, c'est qualité de ce qu'il y a dans les avions facilement. Et lui, il est prouvé sans bug. Prouvé complètement, 100%. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de compilateurs C, il y en a 20 dans le monde à peu près, commerciaux, très utilisés, et qu'on certifiait les compilateurs par le fait qu'ils étaient très utilisés, par exemple chez Airbus.
Et bon, très bien, donc il y a une équipe américaine qui a fait ce qu'on appelle des tests aléatoires, donc générer 1 million de programmes aléatoirement, mais vachement bien fait, pour casser les compilateurs. Et ils ont trouvé des centaines d'erreurs dans chaque compilateur. Des erreurs pas graves, le compilateur se crache, on leur dit « Oh là, je suis complètement planté », il s'arrête, mais il génère du code faux, c'est plus gênant. Donc des centaines dans chacun, 0 dans CompScience. Ça, c'est majeur. Alors aux US, ils ont lancé un grand projet là-dessus, qui s'appelle DeepSpec. Donc ils font des operating systems prouvés. En France, il y a une boîte qui s'appelle Prove and Run, de Dominique Bolignano, qui a fait un exposé dans les cours, qui fait un système d'exploitation embarqué, prouvé, Linux, un Linux prouvé, où il y a l'absence de bugs sur certains trucs. On ne peut pas tout prouver, mais on peut aller très loin, et en général, à chaque fois qu'on attaque quelque chose, on le casse. Donc, mais bon, on ne fait pas encore un Linux prouvé, mais ça pourrait venir. Donc ça a fait des progrès cosmiques. On pensait que ce serait impossible. Ça a fait des progrès par les maths. Georges Gontier, qui a testé avec moi, a fait la preuve en maths d'un très grand théorème, la preuve en machine d'un très grand théorème, dont la preuve à la main a mis 30 ans à se faire, a été corrigée. La première version en 62, la version finale en 92, après des corrections de mini-bugs sur la classification des groupes dans un pair. Ce théorème s'appelait le Monster Theorem. Pourquoi? Sa preuve en version compacte fait 255 pages de maths lourdes, et maintenant elle est en machine, on fait un retour chariot, 2 heures après, ça dit c'est bon. La preuve est complètement écrite informatiquement, et elle est vérifiée par une machine. Donc ça a été... Alors on a démontré le théorème de maths maintenant, comme ça, c'est dur. Il y a Thomas Hales qui a résolu la conjecture de Kepler. La conjecture de Kepler, c'est comment il faut ranger les oranges. La réponse est comme les épiciers, donc c'est 1610, hein, c'est pas tout nouveau. Pour ranger les oranges, il faut faire des hexagones sur des hexagones, enfin des piles comme des épiciers moyens. Donc ça, c'est optimal. C'était ouvert depuis 1610, ça a été prouvé en machine parce qu'il n'y avait juste pas d'autre moyen de faire. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des gros investissements dans le monde. Il y a le cours de Xavier Leroy qui explique tout ça au Collège de France, qui est absolument dément. Enfin, il faut s'accrocher, hein, c'est sérieux. Des vrais beaux sujets. On a fait ça sur les avions. Je faisais des très grandes preuves sur le Rafale, dans les années 90 par exemple, mais pas de cette ampleur-là. Oui, tester les programmes, c'est trop dur. Ça ne marche pas. En fait, j'ai une interrogation, c'est est-ce qu'on a l'espoir de pouvoir concevoir des logiciels qui vont remplacer les développeurs pour faire de nouveaux logiciels encore mieux que ce que les humains savent faire? Alors ça, c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis petit. Et j'ai toujours vu des petites démos. Ça, c'est le problème du sujet qui s'appelle l'intelligence artificielle. Dedans, il y a plusieurs choses. Et il y en a qui sont exactement à la même état qu'en 1957, quand ça a commencé. Et l'écriture de programmes par des programmes, enfin qui inventent, hein, qui améliorent et tout. Alors on va peut-être pouvoir faire des choses, on va peut-être pouvoir améliorer les programmes, ça c'est sûr, avec des analyses de deep learning, on va pouvoir faire des belles choses. Mais très franchement, trouver des idées, c'est un autre monde qu'on ne connaît pas. C'est comme n'importe qui peut écrire de la musique, mais il y a des gens qui composent de la musique intéressante. Il y a des logiciels capables de vraiment créer, mais qui soient capables de sortir des trucs assez standardisés, mais un peu... Ah ben, il y a longtemps qu'on le fait. Ça, il y a longtemps qu'on le fait. Ça s'appelle par exemple des langages de programmation. C'est exactement ça. Par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est des gouffres. J'ai programmé en assembleur quand j'étais petit. Hein. Ça se trouve très bien. Hein? Langage objet, non. Langage objet, c'est un peu un épiphénomène. C'est un petit bout d'organisation. C'est pas très important. Le langage fonctionnel, c'est beaucoup plus important que le langage objet de ce côté-là. Mais oui, c'est un côté sympa. Mais le langage objet, c'est un peu bidon parce que personne ne sait ce que c'est. Il y en a autant d'interprétations du mot que de gens sur la Terre dans le domaine. Et alors que le langage fonctionnel, il n'y a qu'une interprétation, c'est dans le calcul de 1936, on avait changé ça. Et donc, bon, mais ça se mélange. Non, il y a... Et puis, il y a la programmation par contrainte, par exemple, qui fait ça. Qui est tout à fait utile. On n'écrit pas le programme, on donne des contraintes.
contraintes, et puis ça résout les contraintes avec des algorithmes très chiadés. On fait beaucoup de vérification de programmes avec ça, typiquement. Un exemple, on est en train de lancer une vérification ah merde, ça c'est génial. Je suis dans le comité d'éthique de Parcoursup, scientifique et d'éthique de Parcoursup. Je connais très très bien le sujet. Il se trouve que, alors là, ce qui a été raconté dans les journaux, mais c'est cosmique, quoi. Il y a des moments, c'est complètement drôle. Enfin, c'est un niveau d'ignorance qui est incroyable, alors que la chose est compréhensible. Il y a une doc qui a été écrite par Claire Mathieu, qui était prof au Collège de France et Hugo Jabert de Bordeaux, qui explique ce que c'est que l'algorithme. J'ai jamais vu un papier de cette qualité-là. Elle est totalement extraordinaire. Mais les gens pensent que c'est l'algorithme qui fait les calculs, mais pas du tout. C'est des programmes qui font les calculs. J'ai même entendu un mec qui s'interviewait tout le temps à la radio dit « Moi, j'ai lu le code JavaScript des programmes. » Pas de chance, c'est du Java. Entre JavaScript et Java, il n'y a aucun rapport, sauf le nom. Voilà. Donc, on est en train d'essayer de montrer que les programmes font effectivement ce que dit la spécification de l'algorithme. Ça, c'est dur. Donc, voilà. Mais non, non, les hommes sont vraiment bons. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de piste. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui font les algorithmes génétiques, il y a des gens... Mais pour l'instant, je vois les mêmes démos que quand j'étais petit. Donc, par contre, il y a d'autres sujets, l'apprentissage, c'est pas pareil. Mais c'est possible qu'il arrive des trucs, mais ça n'arrivera pas des idées des années 50. Ça n'arrivera pas d'essayer au pif des machins pour voir si ça marche. Puis de faire des démos avec 3 allumettes. C'est pas comme ça que ça marche. Mais dans les années 50, quand les gens faisaient des jeux artificiels, ils avaient confiance. Après, ils ont perdu confiance, mais pas les commentateurs. Les commentateurs, ils se lâchent tout le temps. Je veux dire, est-ce que la machine va être plus intelligente que l'homme? Je dis oui, mais oui. Par exemple, quand elle se marrera une histoire drôle qu'elle ne connaît pas pour de bonnes raisons, oui, on en est loin. Et les gens de l'intelligence artificielle, les gens sérieux, râlent contre ces interprétations-là. Ils disent c'est des conneries. Ils disent pas que c'est impossible. Ils disent c'est pas fait. Et les gens, c'est comme le quantique. Quoi. Les gens confondent, on a fait un truc à 7 bits quantiques alors qu'il en faut déjà 10 pour en faire un. Donc on n'a pas encore un. Et les gens, ça va infiniment plus vite que les ordinateurs. Il faut faire un peu d'éducation. C'est pas ce que font les informaticiens. Les informaticiens sont très coupables. Les physiciens parlent beaucoup au public, les informaticiens pas trop. Ça, c'est embêtant. Si je peux poser une dernière question. C'est juste pour avoir votre avis, parce que c'est très discuté, mais il y a des gens qui sont considérés comme étant très intelligents, qui nous ont dit 2045, singularité, et je vais transférer ce que j'ai dans ma troche dans un disque dur. Qu'avez-vous à répondre à ça? Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'adore ce genre de truc, surtout j'adore qu'il y a des gens qui y croient, y compris les gens qui l'ont dit. Oui, ils essaient déjà de mettre des chips, mais vous savez, j'ai pas mal de collègues qui essaient de bosser sur le cerveau. Alors déjà, comprendre ce qui se passe dans à peu près à n'importe quel niveau du cerveau, on est à moins, on sait raconter de la mémoire. On ne sait même pas où elle est, la mémoire du cerveau. Non, je pense que c'est... 2045, c'est bien. J'ai lu un papier fantastique, un papier américain, qui disait « Ah, les Coréens sont vachement plus forts que les Américains parce qu'ils ont dit que ce sera en 2041. » Regardez toutes les prévisions qui ont été faites dans l'histoire, ce qu'elles valent. Je vous en donne quelques-unes. Le PDG d'IBM, vendant l'IBM 705, le premier ordinateur commercial, et disant à la radio, cet objet est extraordinaire, pour couvrir les besoins du monde, il faudra en fabriquer 5. Voilà, donc c'était 1997. Steve Ballmer, PDG de Microsoft, quand Steve Jobs a fait la démo de l'iPhone, a dit « Cet objet n'a aucun avenir industriel ». C'est juste l'objet qui a été le plus grand avenir industriel de l'histoire. On n'a jamais vu ça ailleurs. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je peux en ajouter une ouais. que je trouve marrante. C'est quelqu'un qui nous a quand même donné le téléphone, Graham. Quand on lui a fait visiter un labo où il y avait le disque de Nipkow qui tournait, c'était le précurseur de la télévision, il a dit ça sortira jamais du labo. Oui, oui. J'en ai entendu pas mal. Mais la preuve de programme, on dit ça n'existera jamais. Non.
que ça n'existera jamais, ça n'a pas de sens de répondre ça. C'est comme en physique. De dire une théorie vraie en physique, aucun physicien ne peut accepter ça. Il n'y a pas de théorie vraie en physique. Il y a des théories qui sont encore falsifiées. Dire que ça n'existera jamais, c'est idiot. Mais dire que ça existera en 2045, c'est vraiment con. D'ailleurs, les gens du domaine pensent que c'est des charlots. Mais bon, ça n'exclut pas, hein. Micro près. On sait que les équipements informatiques ont un problème écologique aussi. J'ai pas compris. Les équipements. L'équipement, oui, l'équipement, oui. Informatique, c'est aussi un problème écologique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Ben, je pense que c'est un vrai problème écologique dans pas mal de choses, en particulier, on parle des terres rares et tout ça, mais je vous rappelle, la voiture électrique, là, ça joue même pas l'informatique contre la voiture électrique, parce que la voiture électrique, c'est des énormes batteries. Mais le problème, c'est que les objets ne sont pas démontables. Et on ne peut pas les faire démontables, c'est impossible. À l'heure actuelle, c'est impossible. Il y a des gens qui ont essayé, mais c'est... Bon. Et donc, oui, quand on fabrique 1 milliard de téléphones... Alors, la question aussi, les gens disent, oui, mais les téléphones, ils ont une durée de vie de 2 ans. Non, c'est pas vrai, pas les appareils. Les appareils, ils peuvent vivre très longtemps. Mais c'est la loi de Moore. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, mettons, il y a 4 ans, on ne pouvait pas faire un téléphone Internet. C'était pas possible. Ça ne marchait pas. Maintenant, on peut. Mais maintenant, on voit qu'on peut, c'est-à-dire que la durée de vie des appareils va être beaucoup plus longue parce que les gens n'ont plus envie de changer de téléphone, simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire les choses qu'ils peuvent faire les autres téléphones. Maintenant, il faut chercher les différences. Elles sont beaucoup moins claires. Donc, le problème écologique va... La première chose, c'est d'arrêter d'en faire trop. Et ça, c'est très compliqué pour les fabricants, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est de... Bah si, parce que l'obsolescence programmée a été quand même pas mal dénoncée, et maintenant, elle est vachement réduite. Ce qui est bien, il faut se battre contre ça. Et la récupération, parce que tout envoyer en Afrique en tas, comme on fait, c'est pas raisonnable. Mais je pense que la voiture électrique, on n'en parle jamais, mais alors c'est vraiment 5 calibres au-dessus. Hein. La voiture électrique, ça a l'air magique, mais absolument pas. D'abord, ça fait plein de particules fines, il faut le savoir. D'ailleurs, l'essence, maintenant, il est tout à fait établi que l'essence fait plus de particules fines que le diesel, ce qui est quand même assez rigolo, mais pas au même endroit, pas au même moment. Et la voiture électrique, ben oui, c'est très lourd, donc les pneus, ça fait beaucoup de particules. C'est pas magique, la voiture électrique, et les gens adorent la magie. C'est dingue. Donc oui, c'est un problème sérieux. C'est un problème dont les gens ont relativement conscience, de plus en plus. Mais bon. Enfin, vous comparez le poids d'une bagnole électrique et le poids d'un téléphone, vous verrez, il y a quand même un petit écart. Hein. C'est des facteurs plusieurs milliers.